Je sais pas si tu connais les règles de la MLS. On est à la moitié de la saison quasiment. On arrive au mois de juillet. Je te le jure, je vois des gars partir. Tu te retrouves, commençons à penser, là, tous mes amis sont partis. On a 4-5 qui viennent de se faire mettre dehors. Je suis le prochain, tu sais. Philippe Davis, tu es un ancien joueur de foot professionnel canadien. Tu as traversé l'Atlantique à l'adolescence pour évoluer au Dijon FCO avant de rentrer au pays et d'intégrer la résidence des Whitecaps de Vancouver. Par la suite, tu as marqué l'histoire en devenant le premier joueur canadien à signer avec les Whitecaps de Vancouver en MLS. Tu as aussi évolué avec les Richmond Kickers et l'Ottawa Fury. 150 matchs au total que tu as cumulé en professionnel. Tu as également joué avec les équipes canadiennes. C'est quoi la dynamique d'un milieu de terrain quand il part du Canada et qu'il s'intègre dans une dynamique européenne comme tu as été capable de voir à Dijon? T'es comme, OK, là, c'est mon premier match. Ça fait 2 semaines que je viens d'arriver. Puis, OK, je suis partant, milieu de terrain, surclassé, puis je joue contre Auxerre. Fait que là, j'ai hâte de voir le niveau. Je te pose la question. Là, oui, tu vas à Vancouver, mais au plus profond de ta tête, tu n'as pas eu envie de retourner à Dijon? Je me rappelle de ce sentiment de compétition. Parce que c'est tous des nouveaux joueurs. Fait que tu te dis, OK, je suis ami avec eux, mais moi, je veux jouer. Là. Sens-tu que tu as ta place? Je reviens ma 2e année à Ottawa. J'avais signé 1 an plus une option. Puis finalement, à la fin de la saison, Marc, super content, fait qu'il me re-signe pour 2 ans. Je me rappellerai toute ma vie, j'étais au supermarché après un entraînement. J'ai reçu un appel de ma mère qui me dit Phil, je pense qu'il faut que tu reviennes à la maison, ton père est à l'hôpital. Philippe, merci beaucoup d'être sur le podcast Histoire de foot aujourd'hui. Merci à toi. Et bon, la question que je pose toujours, le foot, ça a commencé jeune pour toi, tu as signé jeune en professionnel, donc j'imagine que tu as commencé assez rapidement à jouer au foot quand tu étais jeune. Oui, mais je pense qu'un peu comme tout le monde, en voulant dire, j'avais une sœur, une plus grande sœur. J'ai commencé à jouer au foot un peu plus tard que la moyenne, je pensais, 4-5 ans. Mais ma soeur, elle jouait déjà au soccer, dans tout ce qui est dans le backyard de la maison, je la voyais jouer avec le ballon. Fait que ça a un peu commencé avec ça, c'est toujours l'influence, qu'est-ce que tu as autour de toi un peu. Ouais. Puis, en parallèle, je jouais au hockey. Fait que c'est le classique, genre, je joue au hockey d'un côté, puis je joue au soccer de l'autre côté. Puis, à un moment donné, tu grandis avec ça, avec les deux. Puis, à un moment donné, tellement d'entraînement qu'il faut que tu fasses un choix, à un moment donné. Quand tu arrives vers 12 ans, à un moment donné, là, il y a les sélections des Jeux du Québec, c'est ça. Fait qu'il faut que tu fasses un choix. Mais ça a commencé, je dirais, vers 4-5 ans que j'ai vraiment commencé à vraiment développer un peu plus au niveau soccer. Là, puis rapidement, tu joues sur le terrain. On marque des buts devant, c'est classique, on est au milieu, partout. Partout. Puis c'est ça qui est le fun. Puis c'est un peu ma philosophie maintenant, c'est que le jeune doit toucher à tout un peu. Que ce soit au milieu de terrain, devant, derrière. Je pense que quand tu es un bon joueur dans l'équipe, il te fait jouer. Tu veux pas, tu gagnes 2-0, il va te mettre derrière. Tu joues un peu partout, c'est le fun. C'est ça le but. Puis, dis-moi, parce que là, maintenant, aujourd'hui, t'es coach. Oui, exact. Et là, on parlait juste avant le podcast un petit peu de comment t'entraînes les différents jeunes. Et il y a beaucoup de joueurs qui sont venus sur le podcast qui nous parlent un petit peu de l'évolution de leur poste à travers le temps, qui commencent devant, qui finissent derrière. À quel âge, habituellement, tu sens que c'est important qu'un joueur trouve son poste? Est-ce que tu veux que jusqu'à 14-15 ans, il soit capable de toucher au maximum d'endroits sur le terrain possible? Ouais. Est-ce qu'il y a un âge particulier? Ben, je pense que le toucher, vers 14-15 ans, ça se profiler un peu plus. Combien l'importance qu'un joueur sache qu'est-ce que l'autre joueur sur l'autre position ressente le jeu. On va dire, je suis latéral droit, mais je dois savoir qu'est-ce que le milieu défensif pense. Fait que, si tu ne touches pas à ces postes-là, moi, je suis un grand... moi, dans ma carrière, j'ai joué à plusieurs postes, puis ça m'a aidé d'avoir touché plusieurs postes, je pense vraiment, parce que je comprenais comment le milieu de terrain voulait recevoir le ballon dans certaines situations, comment l'attaquant voulait recevoir le ballon dans certaines situations. C'est d'avoir ce feeling-là, il est super important, je pense. Effectivement. Puis bon, toi, à quel âge ça commence à se mettre en place au niveau de ton poste, au niveau de l'endroit où vraiment sur le terrain où est-ce que tu veux évoluer? Je dirais vers ça, vers 14 ans, milieu de terrain, en 8, un joueur qui a des deux, aussi attaquer, mais aussi défendre. Après aussi en 6 avec les équipes du Québec. Puis quand j'ai intégré le Centre national aussi, c'était vraiment plus milieu de terrain. Puis après, tu vois, ça a évolué après dans ma carrière. Mais milieu de terrain, ça a été vers 14 ans, je te dirais. Là. Milieu de terrain, 14 ans. Puis bon, comme je voyais un peu, ça te fait toutes les infrastructures un peu qu'on est capable de voir au Québec. Donc, équipe du Québec, Centre national, parcours classique qui se met en place. Et bon, à quel moment tu sens que peut-être ça pourrait être intéressant de faire des tests en Europe? Parce que tu es allé à Dijon, tu testais à Dijon. Est-ce que c'était dans les plans? Est-ce que tu voulais peut-être juste essayer d'aller au maximum possible ici et de voir ce serait quoi les opportunités en Amérique? C'est sûr que c'est toujours dans le
back of your mind. C'est toujours dans ta tête, en voulant dire que, OK, là, je suis au centre national, je m'entraîne. Puis dans le temps, le centre national, c'était vraiment, j'avais 14 ans, puis je m'entraînais avec des gars de 18 ans. C'était vraiment, il y a des gars de l'Impact qui venaient s'entraîner aussi. Fait que, la compétition est incroyable. Je progressais à chaque 90, toi. Au 90, exact. Fait que, dis-toi que dans le temps, il y avait des gars comme Jason Tutulio, tout ça, qui venaient s'entraîner au centre national durant leur off-season. Fait que ça faisait que les entraînements étaient challengeants. Fait que là, tu commences à dire, OK, je performe. Là, je commence aussi, mettons, à toucher un peu à l'équipe nationale, parce que le but du centre national, c'était que les entraîneurs viennent de l'équipe nationale, puis après, ils choisissent les joueurs dans les centres nationaux, parce qu'il n'y avait pas d'académie encore. Non. Fait que c'est ça. Fait que là, après, j'ai un entraîneur sur la Rive-Sud qui me dit, regarde, je pars. Parce que quand tu es au centre national, tu joues quand même en club. Tu joues quand même au FCC La Rive-Sud, dans le fond, que je jouais à 14 ans. Puis il me dit, regarde, je m'en vais à Dijon, d'accord, j'ai des contacts, j'emmènerai 3-4 joueurs en stage. C'était un stage. C'était pas, je m'en vais là-bas pour signer au centre de formation là-bas, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des règles quand même. Avant 18 ans, tu ne peux pas partir normalement, si tu n'as pas de passeport européen ou si tu n'as pas d'adresse là-bas. Fait que je dis, ben ouais, c'est une belle opportunité. Fait que je pars à Dijon avec 3-4 joueurs de la Rive-Sud. On arrive là-bas, tout se passe vraiment bien. Tu vois le niveau. C'est qui les joueurs? Mehdi Blakéal, Guillaume Rochon, puis quatrième, c'était... Je m'en souviens plus, quatrième. On était 4, ouais. Puis, c'est ça, on arrive là-bas, puis le but, c'est vraiment de vivre une expérience pendant une semaine. C'est vraiment de voir... j'ai quand même touché au haut niveau au Québec. Maintenant, est-ce que je peux aller voir ce qui se passe ailleurs? Puis j'arrive là-bas, puis t'as un petit choc, là, parce que ça joue. Là. Ça joue, mais en même temps, t'es comme... Mais je joue aussi. Je joue, je performe, tout ça. Fait que je fais les entraînements durant la semaine, tout ça, puis à la fin de la semaine, veux pas, le directeur du centre de formation là-bas, il s'appelait Fabrice, il dit au coach, il dit, ben, lui, on serait vraiment intéressé, tu sais. Fait que là, je suis comme... Parmi les 4, c'est seulement toi? Non, il y en a un autre, c'est Mehdi. Mehdi, on est 2. Mais là, le problème, c'est qu'on n'a pas de passeport européen, fait que tout ça. Fait qu'on retourne au Québec. Puis là, l'entraîneur, il reste en contact avec le gars du centre de formation. Puis il dit, ben, regarde, on le veut vraiment qu'il intègre notre centre de formation. Puis Dijon, il n'avait vraiment jamais fait ça avant, d'amener des joueurs étrangers comme ça. C'était pas des Lions, c'était pas des Auxerre dans le temps, c'était pas des Sochaux où qu'elle allait chercher un peu partout les joueurs. Fait que là, il dit, il y a un entraîneur, l'entraîneur des U17, il y a des blocs appartements. Fait que là, ils ont mis, dans le fond, une adresse à mes parents en France. Mon père venait de finir sa retraite. Fait que mon père passait un peu de temps en France. Okay. Ma mère aussi, des fois. Puis, fait que c'est comme ça que ça a commencé, dans le fond. Fait que mes parents avaient un appartement en France. Fait que je pouvais intégrer le centre de formation à Dijon. Puis, c'est parti de là. Oh, wow. Ouais. Puis, bon, tu joues, tu nous mentionnais devant la défense, numéro 8, peut-être également au milieu de terrain au Canada. Tu vois, je trouvais ça intéressant. J'ai eu des discussions récemment avec, je pense que j'en parlais même dans un autre podcast hier, avec une jeune joueuse qui est au FC Valence en ce moment, Roxane Bolduc, qui vient de signer, elle a 16 ans. Puis elle est arrivée, centre de formation Levante, milieu de terrain, attaquante. Bon, elle a eu son 2 minutes rapidement là-bas, puis milieu de terrain en Espagne. Ouais. Bonne chance. Donc, finalement, elle s'est retrouvée derrière. Puis, elle joue super bien derrière, puis les choses vont bien. C'est quoi la dynamique d'un milieu de terrain quand il part du Canada et qui s'intègre dans une dynamique européenne comme tu as été capable de voir à Dijon? Ouais. Est-ce que tu es encore capable d'évoluer au niveau ou rapidement, il y a peut-être une réflexion sur le poste où est-ce que tu vas jouer sur le terrain? Pour ma part, non, parce que quand j'arrive là-bas, j'arrive quand même assez à performer dès le départ. Je donne un exemple. J'étais censé jouer avec les U15, puis tout de suite, ils m'ont mis avec les U16. Oh, wow. Puis, dans le fond, là-bas, les gros championnats dans le temps, c'était les U16 nationaux puis les 18 nationaux. Fait que ça, c'est des championnats nationaux. Fait que dans le fond, nous, dans notre groupe, t'avais des Lions, t'avais des Auxerre, t'avais des Sochaux, chaque week-end, c'était un match. Là. Chaque week-end, tu jouais contre, je me rappelle mon premier match, ça tombe contre Auxerre. Auxerre, dans le temps, c'était un des gros centres de formation en France. C'était bien réputé. Autant que, mettons, Sochaux puis Lyon. Fait que... j'arrive là-bas, je prends un match à Auxerre, puis le terrain, il est comme... J'ai le terrain, puis juste à côté du stade, il y a la baie des Champs. Tu vois le stade, puis tu joues à côté du stade. Wow. Puis c'est juste comme, t'es comme, OK, là, c'est mon premier match. Ça fait 2 semaines que je viens d'arriver. Puis, OK, je suis partant, milieu de terrain, surclassé, puis je joue contre Auxerre. Fait que là, c'est comme, OK, j'ai hâte de voir le niveau, mettons. J'ai passé 2 semaines d'entraînement, puis ça s'est bien passé. Fait que je me rappelle, on marche. Premièrement, il y a Giroud, tu connais Giroud? Ben oui. Il y a Giroud. Il est assis en plein milieu entre les 2 bancs des joueurs sur une chaise pliante. Moi, je connais pas Giroud.
dans le temps, tu sais, je vais l'arriver. Puis tous les gars, mettons, même de Dijon, même de Auxerre, ils passent, on fait l'entrée protocolaire, puis ils regardent à leur gauche, puis comme, tu sais, je vois tous qui font genre une réaction. Puis je me rappelle, je demande à un des gars dans l'équipe, je dis, c'est qui? Là, il commence à m'expliquer, dans l'entrée protocolaire, il m'explique que c'est Giroux, tu sais. Ah oui. Juste pour situer les gens qui nous écoutent, Giroux, entraîneur légendaire de Auxerre. Exact, ouais. C'est une légende, en France. Je me rappelle quand j'étais là-bas, il parlait beaucoup de lui. Fait que le match commence, puis je me dis, OK, non, ça, c'est notre niveau. Auxerre, c'était très fort. T'sais, on perd, je pense, le match 2-3-0. Puis, vitesse de jeu? Vitesse de jeu. Tu sais, dans tout, tu sais, dans la demande tactique, dans les comportements des joueurs adverses. Tu vois, ça dédoublait de partout, ça attaquait, les latéraux, ils attaquaient. C'était pour moi, où que je viens de. Dis-toi qu'il y a 2 semaines avant, j'étais encore au Québec. Là, ouais. Fait que c'est un gros choc, mais après. Tu commençais le match? Je commençais le match. Hein, exact. Fait que. Non, disons, j'ai vraiment eu une belle expérience parce que, tu sais, je crois qu'ils ont vu un projet, puis ils croyaient beaucoup en moi, surtout le directeur du centre de formation, Fabrice, il voulait me pousser. Je le voyais, puis il avait vraiment aimé ce qu'il avait vu quand j'étais venu en stage. Fait qu'il voulait vraiment que je passe à un autre niveau. Fait que chaque niveau que je voulais passer à Dijon, il le faisait. Puis non, j'ai été vraiment bien entouré là-bas. Puis après, ça s'enchaînait. Chaque week-end, tu avais un match. C'est vraiment ça la différence, c'est qu'à chaque week-end, tu as un match. C'est un vrai match. Donc, on fait une petite pause sur l'épisode en cours pour vous dire une chose, pour vous dire merci. Merci d'être autant présent semaine après semaine sur le podcast Histoire de foot. Mon nom est Antoine Gagné, animateur et producteur du podcast. Et je vous le dis, ça me fait chaud au cœur de voir qu'à chaque semaine, vous êtes présent pour écouter les différentes histoires de foot qu'on a avec nos invités. Maintenant, si vous écoutez le podcast depuis quelques temps maintenant, vous le voyez, on n'a pas de sponsor, on n'a pas de gens qui vont venir financer le podcast. Tout est fait avec notre propre argent de A à Z. Et la seule chose que vous pouvez faire aujourd'hui pour nous aider, pour nous encourager, c'est simplement de vous abonner. De vous abonner sur YouTube, de vous abonner sur Spotify ou encore sur Apple Podcasts. Plus l'auditoire grandit, plus qu'on va être capable d'avoir des invités de classe mondiale et de continuer à vous livrer des histoires de foot qui vont pouvoir marquer votre esprit. Donc, je vous remercie encore. De retour à l'épisode en cours. Puis, parle-nous un petit peu de cette différence-là. Je trouve ça donc intéressant. Tu dis rapidement, OK, là, c'est un autre niveau. On s'entend, on est réputé de moins en moins, je crois, mais il y a eu une réputation quand même avec l'Amérique au niveau du foot en général. Foot peut-être un petit peu plus physique, plus direct, peut-être moins élaboré tactiquement. Je le répète, je pense que ça évolue. En France, je pense que c'est quelque chose de très différent. C'est davantage un jeu d'échecs. Est-ce que c'est ça que tu sentais? Est-ce que c'est de te dire, OK, le but, c'est pas nécessairement de faire 250 sprints dans le match aujourd'hui pour aller récupérer le ballon. Il faut davantage jouer avec la tête, là. Ouais, je pense que c'est une des différences. La grosse différence pour moi, puis ça se voyait dans les entraînements aussi, c'est que techniquement, tout le monde était propre. Il n'y a pas de déchets, là. C'était propre. On m'a dit que même si je voulais aller presser un joueur, ben, je devais penser à mon anticipation, à mon parce qu'il pouvait m'éliminer facilement. Fait, il y avait beaucoup de choses à penser. Je trouvais que Dijon m'a rendu très, très propre comme joueur. Il va dire que durant les séances d'entraînement, durant la semaine, tous les jours sont dédiés à un jour, mettons. Puis il y a beaucoup de, mettons, 2 jours dans la semaine, c'est très, très, très technique. C'est beaucoup de répétitions. C'est beaucoup de. Il y a une phrase que Henry a dit, mettons, quand j'ai vu l'entrevue de lui, puis quand il parle de son temps à Clairefontaine, il dit le 2 contre 1, je l'ai travaillé le 2 contre 1. J'ai travaillé à le maîtriser, le 2 contre 1, jusqu'à temps que je le maîtrise vraiment. Que ça prenne 1 semaine ou que ça prenne 3 semaines, je vais le maîtriser le 2 contre 1. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est un peu leur mentalité. Si tu ne maîtrises pas quelque chose, tu ne peux pas passer à d'autres choses. La répétition, puis les gammes techniques, c'est pour ça que ça m'a rendu un joueur propre. On disait que pour moi, maintenant, une de mes qualités en tant que joueur, c'était que je ne perdais pas beaucoup de ballons. Pourquoi? Parce que ma première touche était bonne. J'étais trop, même des fois, un peu trop clean dans mon jeu, mais ça m'a rendu, c'est ça qui m'a rendu ça. C'est ça, j'ai trouvé un peu la différence. Puis après aussi, les demandes tactiques. Tout ce qui est, mettons, tu vas plus vers la fin de la semaine avant le match. Au Québec, on faisait pas ça, mais des mises en place, vraiment détaillées ou vraiment que tu parles de certains points par rapport à l'adversaire. Il n'y avait pas ça encore. Maintenant, il est là au Québec. Mais maintenant, dans mon temps, il n'avait pas. C'est pour ça que je trouve qu'au Québec, on a évolué dans tout ça. Mais en France, il avait déjà ça. Ben oui. Et dis-moi, quelle partie de ton jeu sentais-tu qui était peut-être un peu derrière au Québec que quand tu es arrivé en France, tu as vraiment été capable d'amener à un autre niveau?
la compréhension peut-être je vais utiliser un terme, là, des temps forts, des temps faibles. Ouais. On va en dire que... Le match n'est pas tout le temps ça. Non, c'est ça, exact. Des fois, tu vas voir le bloc adverse dropper, puis après, on a plus de temps sur le ballon. Mais au Québec, il n'y avait pas ça. Nous, je me rappelle, je faisais des matchs Rive-Sud-Concordia, ça allait à 100 000 à l'heure, tout le monde courait. Rive-Sud de Bourassa, ça courait. Puis là, tu te retrouves dans des situations que des fois, hop, tu joues contre une équipe de centre de formation de deuxième division qui est un peu moins fort. Tu as le ballon pendant des séquences de 1-2 minutes, puis tu es comme, OK, c'est complètement différent. Là, maintenant, le monde va dire, mais c'est la norme. Mais rappelle-toi, il y a 10-12 ans que c'était pas tant la norme pour ça. Fait que, non, c'était vraiment ça. C'est de comprendre. Des fois, je me rappelle, mon coach en U16, il me disait beaucoup, regarde beaucoup l'adversaire, qu'est-ce qu'ils font, où se situe dans le jeu. C'est ça qui va te dicter qu'est-ce que tu vas faire. Puis ça m'a toujours resté avec moi. Regarde l'adversaire, qu'est-ce qu'il fait. Ça va te dicter qu'est-ce que tes choix de passe, tes choix de jeu, par rapport à leur placement, par rapport à qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils nous pressent, est-ce qu'ils reculent. Fait que c'est vraiment au niveau des choix. Autant qu'ils m'ont fait beaucoup travailler techniquement, mais autant au niveau mental, c'était beaucoup par rapport à ce que l'adversaire fait. Mais adapte-toi. Ouais. Puis bon, tu parles de ce match-là à Auxerre, qui est un peu compliqué, vous perdez le match. Est-ce que ça impacte tout de même ta place parmi l'équipe pour le reste de la saison? Est-ce que tu continues à jouer? Comment ça se déroule cette saison? Ouais, non, c'est là aussi que, faut pas oublier qu'on est en centre de formation. Fait que, oui, le résultat est important, mais pas non plus. Il y a vraiment, dans la journée, le résultat est important. Mais après, quand tu arrives le lundi, là, tu repasses une autre semaine de formation. Il faut pas oublier non plus que le but premier, c'est de former des joueurs. Effectivement. Mais le match fait partie de la formation. Ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Il y a tellement de choses que tu peux apprendre de ces matchs-là. Mais non, c'est ça. Ça n'a pas impacté. Je continue à jouer. J'ai joué beaucoup. Vraiment grosse confiance. Puis je suis performant aussi. Il y avait des bonnes performances. Fait que, je suis capable de le dire que j'étais rendu, même que il me poussait pour aller même aller jouer un peu plus haut. Fait que, ouais. Tes moments forts de cette année-là? Je pense vers la fin, après Noël, il commence à avoir des parlers que je peux aller peut-être m'entraîner avec l'équipe première. Puis, de 15 ans? 16 ans. J'ai eu 16 ans, ouais. Très jeune. Puis, tu vois, un mois plus tard, il m'appelle. Puis, dans le temps, c'était Rudy Garcia, le coach. Puis il m'appelle, puis il me dit, l'entraîneur de la Belgique. Tu vas pas, ça s'appelle les Pousseaux. Tu vas pas au Pousseaux. Tu t'en vas au centre d'entraînement, au terrain des pros. Fait que j'arrive là-bas, puis je entraînement avec les pros. J'ai fait 3-4 entraînements avec les pros durant le temps que j'étais là. Ouais. Oh. Ah, c'était. Et là, la vitesse, c'est quoi? C'est x2? Ah, c'est x1000, là. On va leur dire. Ça dépend à quelle journée que tu tombes dans la semaine. Des fois, il y avait des séances de récupération, tout ça, mais je me rappelle, il y avait une séance du jeudi. C'était très tactique. Il y avait besoin de beaucoup de. Rudy avait beaucoup de nombres sur le terrain. Fait que j'étais venu. Puis, t'écoutes qu'est-ce qu'il dit. On leur dit, dans le fond, tu représentes qu'est-ce que l'adversaire va offrir. Il faisait beaucoup de mise en place. Fait que, tout va très, très vite. Là. Tu dois, chaque ballon, tu te concentres à chaque ballon. Ouais. Est-ce que ça te donne un aperçu de ce que pourrait être le haut niveau, le travail que tu auras à faire pour atteindre ça? À quel point, peut-être juste après ces entraînements-là, tu t'es dit, j'ai encore beaucoup de travail pour atteindre ce niveau? Ben oui, c'est sûr. Mais je suis tombé dans un bon club. Je suis tombé dans un club qui c'était pas un gros club, mais c'était un club d'accord, qui performait, qui ont toujours flirté entre la deuxième division et la première division. Puis je suis tombé sur vraiment des bons gars, des Sébastien Larcier, tout ça qui jouaient là-bas au milieu de terrain. Puis ils m'ont vraiment pris sur le reste. J'arrivais à l'entraînement, puis ils m'expliquaient les choses qui étaient demandées à l'entraînement. Mais tu sais, c'était pas dans tous les clubs qui auraient fait ça. C'était vraiment un club familial quand même, Dijon. Fait que je me rappelle, il venait voir des matchs des équipes de centre de formation, les joueurs pros des fois. Fait que, c'était vraiment dans cette ambiance-là qui m'a mis à l'aise dans les séances. Après, c'est sûr que tu reviens jouer en U16, puis tu te dis, ouais, je travaille. Je dois travailler, mais tu es jeune, fait que tu te dis, j'ai touché à ça. Fait que, il va en avoir d'autres. Mais faut pas que tu oublies que tu dois continuer à travailler par contre. Et le type d'entraînement à Dijon avec le centre de formation, on parle de quoi? Un entraînement par jour, par la suite vous faites un peu de salle peut-être, il y a des entraînements à l'extérieur. Ça ressemble à quoi peut-être un horaire quotidien? Un entraînement par semaine, par jour, excuse-moi, c'est pas que 5 par semaine. Le lundi, quand j'étais en U16, c'était tout le temps sur terre battue. Fait que au centre de formation, il y avait un terrain qui était, il appelait ça le stabilisé. Fait que le lundi, c'était sur stabilisé. Parce qu'à l'époque, Dijon n'avait pas, puis là, au niveau centre de formation, là, mais à l'époque, le centre de formation, il y avait juste 3 terrains. Fait qu'il faut que tu accommodes toutes les équipes aussi. Puis,
pour eux, c'était aussi une façon de dire, le lundi, on travaille techniquement, on travaille sur le stabilisé, travaille ta première touche, travaille ta passe, travaille ta frappe, travaille techniquement. Ouais. Fait que c'était une journée dédiée à le ballon, il arrive, puis il faut que tu te concentres sur le ballon parce que le ballon, il fait des bons partout, tu dois te concentrer sur ta première touche. Le ballon, il rebondit très haut parce qu'ils sont instabilisés. Ouais. Fait que, c'était, pour eux, ça faisait partie de leur valeur que le lundi, les U16 nationales s'entraînaient sur le stabilisé. Fait que, après, tu partais sur ta semaine, vraiment que tu étais sur le synthétique, mais non, c'est ça, ça fait que ça fait complètement différent. Tu reviens un peu à la base. Hein. Incroyable. Ouais. Puis bon, je pense que tu fais... C'est une saison que tu fais à Dijon? Ouais, une saison, puis après, il y a des choses qui se passent. Ouais. Puis bon, tu as des réalités assez complexes qui se mettent en place à l'autre bout du monde, au Québec, à ce moment-là. Tu veux peut-être en parler un peu? Non, c'est sûr. Fait que j'arrive vers la fin de la saison. Je me rappelle, n'oublie pas que j'ai fait 3-4 entraînements avec les pros, tout va bien dans tout ça. Puis je me rappelle, en parallèle, je jouais avec l'équipe nationale. On avait les qualifications pour la Coupe du Monde U17 en Jamaïque. Fait que ça, c'est au mois d'avril. Fait que j'arrive, je m'en vais là-bas, je pars, je fais ma compétition. Puis quand j'arrive à l'aéroport, je reviens à Montréal pour passer une semaine pour repartir en France. Fait que j'arrive à Montréal, il y a mon père qui m'attend à l'aéroport. Puis, tu sais, après, tu y penses, puis tu te dis, ah, OK, ouais. Parce que quand j'étais en Jamaïque, je parlais avec mes parents, mais ma mère était partie, mon père disait que ma mère était partie chez ma tante. Elle pouvait pas me parler, tu sais. Je dis, OK, pas de stress. Fait que je suis en mode compétition, c'est les qualifications pour la Coupe du Monde, je suis dans mon truc, tu sais. Puis j'arrive à l'aéroport après la qualif, puis mon père me dit, on s'en va pas à la maison, on s'en va à l'hôpital. Fait que là, je suis comme, quoi? Puis là, il m'explique tout. Ma mère, leucémie, à l'hôpital, quand même, c'est grave. Elle est restée quasiment 9 mois à l'hôpital pour tomber en rémission. Mais, fait que là, t'es comme, OK, j'ai 16 ans, je suis loin de la maison. Puis tu tombes un peu en mode, pas panique, mais tu te dis, tu veux tout lâcher, tu veux revenir à la maison, je suis encore extrêmement jeune, tu sais. Fait que je décide de pas repartir à Dijon. Je reste à la maison, puis j'ai arrêté le foot pendant 4-5 mois. Ouais, complètement. J'ai pas de foot, rien. Puis je me rappelle même que le Fabrice, le directeur du centre de formation, il avait même appelé mon père, puis il a dit puis j'allais partir en juillet, j'allais partir en pré-saison avec les pros en Suisse. Puis c'était non, je pars pas. Puis je suis jamais reparti. Je suis resté. Je suis retourné, mon père m'a même réinscrit au collège français en secondaire 4. Ouais. Puis bon, pendant ces 4-5 mois-là, à quoi que tu réfléchis? Parce que là, j'imagine que tu as à la droite de ta tête tout ce qui se passe avec ta famille. D'un autre côté, tu as ton rêve de devenir joueur professionnel. C'est une balance qui est impossible, là. Je veux dire, c'est... Mais honnêtement, c'est sûr que ça fait quelques années, mais on dirait que je me rappelle que le foot le soccer était secondaire. On va dire, oui, c'est bon, c'est tout ce que j'ai connu à date. J'ai pas eu de vrai job encore. J'ai 16 ans. Tu vois, à 16 ans, tu commences à avoir ta première job, tout ça. Mais là, j'ai rien de ça. Moi, tout ce que j'ai connu. Puis là, je reviens aussi d'un high. Je reviens avec des qualifications de la Coupe du Monde. OK, on s'est pas qualifié. On est passé proche de se qualifier pour la Coupe du Monde. Puis là, c'est comme, tu tombes, puis là, tu prends cette décision-là, puis t'es comme, OK. Fait que là, je passe l'été avec mes amis. Je passe l'été avec mes amis, entre l'hôpital, passer du temps avec mes amis. Puis là, tu vois, vers la fin juillet, puis début août, milieu août, ma mère, ça commence à aller mieux. Fait que ça fait quasiment 4 mois. Ça commence à aller mieux un peu. Je rentre au mois de septembre au Collège français, en sport-études. Fait qu'imagine. C'est incroyable. Comme ça, parce que tu passes d'État de Dijon, tu retournes en sport-études. Je me rappelle, mon entraîneur, c'était Patrick Leduc, en sport-études. Fait que je fais 1 mois. Puis là, ma mère revient à la maison. Puis entre-temps, début septembre, il y a Vancouver qui crée un programme, qui crée le Whitecaps Residency. Puis le but du Whitecaps Residency, c'était de ramener les meilleurs joueurs de 17 ans, à peu près. Fait qu'ils ont pris quasiment le 3/4 de l'équipe nationale U17, ils les ont ramenés à Vancouver. Fait que là, un de mes amis, Randy Edouini Bonsu, qui joue après en Allemagne, tout ça, il me texte, puis il me dit hey, on s'en va tout à. Tu sais, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe avec toi? On s'en va tout à Vancouver. Tu sais. Fait que là, je suis comme, OK, j'en parle un peu avec mes parents. Puis là, après, je dis à Randy, OK, tu sais, ça m'intéresse. Dans le fond, c'est celui qui a parti ça à Vancouver, qui s'appelait Thomas Niendorf. Il a demandé à Randy
de me parler pour savoir qu'est-ce qui se passait, pour ensuite me contacter. Fait que ça c'est quand même bien fait. C'est pas comme si Thomas m'avait appelé directement pour dire « Hey, tu viens-tu à Vancouver? » Il voulait savoir t'en étais où. Exactement, mentalement. Fait que c'est comme ça que ça allait parti. Fait que ma mère, ça allait mieux. On discussion de ça, on m'a dit « Vas-y, Phil, à un moment donné, là, je vais mieux, elle est tombée en rémission. » Fait que là, je suis parti. Fait que Thomas m'appelle, il me dit « Voici qu'est-ce que ça implique, le residency, tout ça. » Fait qu'il m'explique tout en fond et en large. Puis là, je décide de partir au mois de septembre à Vancouver. Ouais. J'ai fait 1 mois au Collège français. 1 mois au Collège français. Ouais. J'ai fait mon secondaire 1, fait 1 mois au secondaire 4. Donc là, la tête est un peu plus tranquille. Tu sens que ta mère est en de bonnes mains, ça va un peu mieux, tu as des bons signaux. Bon, je te pose la question. Là, oui, tu vas à Vancouver, mais au plus profond de ta tête, tu n'as pas eu envie de retourner à Dijon? Oui. Il y a eu des discussions, c'est sûr. Parce que quand j'ai pris ma décision de partir au residency, juste avant de prendre ma décision, j'ai failli pas partir. Je t'explique. Parce que le residency, c'était basé un peu sur ce que l'équipe nationale féminine faisait dans le temps. C'est que tu ramenais tous les meilleurs joueurs quelque part, ils s'entraînaient tous ensemble. Puis après, le but au début du residency, c'était de vendre les joueurs en Europe ou secondaire, des amener en équipe première. C'était pas juste pour l'équipe première, c'était vraiment parce qu'il y a une couple de joueurs après qui se sont fait vendre, mettons Énergie Codebus, tout ça. Mais le but premier, c'était parce que celui qui a parti ça, c'était un Allemand. Fait que le but premier, il y avait beaucoup de contacts en Allemagne, des gros contacts, là, Bayern Munich, tout ça, parce que après on a fait des tours et on a joué contre ces équipes-là. Mais le but premier du residency, c'était ça. Puis dans le contrat qu'il m'envoie, c'est un petit contrat bien simple, là, mais c'est marqué que je payais 500 $ par mois. Fait que quand tu es payé, à quoi tu renonces? NCA. Fait que je peux plus. Cette option-là, je dois l'enlever de ma tête. Je peux plus aller jouer à l'université américaine. Parce que tu y penses, c'est à l'université américaine, parce que c'est une autre façon de. Il faut oublier que le residency, c'est nouveau aussi. C'est pas quelque chose qui est établi depuis des années. Fait que tu as des doutes un peu. Mais ça m'a comme rassuré de savoir que le 3/4 des gars, je les connaissais parce que j'allais jouer en équipe nationale avec eux. Puis je savais que le niveau allait être bon. Fait que c'était vraiment. C'est ça qui m'a fait pencher pour OK, j'y vais. Puis je sais que le gap entre Dijon, puis parce qu'on avait une belle génération, on avait vraiment des bons joueurs, puis une couple là-dedans qui sont passés pro, je sais qu'elle n'allait pas être aussi énorme que je pensais. Puis quand je suis arrivé là-bas, j'ai eu raison, parce que quand je suis arrivé là-bas, tout de suite, c'était très fort. Là. C'était la même chose qu'à Dijon, à peu près? À peu près. Parce que je te donne des exemples. On s'entraînait, puis on partait en Allemagne faire des trips pour justement essayer de vendre les joueurs, puis tout ça. On jouait contre Bayern Munich. On jouait contre Stuttgart, on jouait contre 1860 Munich, puis on faisait des résultats. Bayern Munich, on perd 2-1. Stuttgart, on les bat 2-1. 1860 Munich, on les bat. Mais il ne faut pas oublier qu'on est l'équipe nationale U17 quand tu penses. Là. Fait que le niveau est quand même fort pour un club. Fait que, après, on est parti au Japon. On est parti au Japon avec ce residency-là. On a fait des tours. On a joué contre Kyoto, on a joué contre Osaka. Puis on faisait des résultats, là, on gagnait nos matchs. C'est pour ça que le niveau d'entraînement était similaire. C'était pas un drop. Là. Puis juste pour en revenir, donc Dijon, tu dis qu'il y a eu des discussions avant que tu partes à Vancouver? Ben c'est sûr que j'ai parlé à Fabrice. Exact, j'ai parlé à Fabrice. Puis l'opportunité de partir, mettons, avec les pros n'était plus là parce qu'il je me rappelle toute ma vie, c'est Florent Mollet, un milieu terrain avec qui je jouais en U16 national, qui est parti. Puis tu vois, maintenant, Florent, je le regarde à la télé jouer maintenant. Il a joué pour Nantes, il a joué pour. Fait que, mais c'est correct. Fait que là, quand ça arrive, il me dit, regarde, il n'y a pas vraiment de possibilité, hein, tout ça. Je fais, bon, OK. Puis tu sais quoi, peut-être de rester au Canada, puis d'aller à Vancouver, d'aller à quelque chose de familier. Parce que, tu sais, Dijon, j'étais juste 1 an. Je ne veux pas te cacher que c'était difficile aussi. Tu sais, j'ai juste 15-16 ans. Je suis loin de la maison. Au début, ça a été rough. Tu es à l'école là-bas, tu vas au lycée, tu vas. C'est pas facile. Au moins, la langue est la même. La langue est la même. Mais tu as un accent québécois. Mais tu sais, après, le monde, ça était vraiment gentil. Là, c'était pas. Puis, je pensais vraiment que je voulais. Tu sais, on avait une belle chimie en équipe nationale, en U17, puis je me disais, tu sais, je m'en vais avec mes boys. Là, c'est clair que, vu comme ça, si tu connais les joueurs, tu sais que le calibre est haut. Il a l'air d'avoir une belle organisation. Vous faites des résultats quand vous allez faire des matchs un peu partout. Ça donne confiance, tout ça. Exact. Puis bon, ça se passe assez bien au Whitecaps Residency. On parlera par la suite peut-être de ta signature en professionnel, mais parlons peut-être des anecdotes qui se mettent en place. Qu'est-ce qui a marqué ton esprit à ce centre de formation de premier quasiment qu'on voyait au Canada? C'est
Tu sais, c'est parce que tu prends la chimie d'un groupe qui se connaît déjà dans l'équipe nationale, puis tu les mets dans du day-to-day, du jour à jour. Là, c'est 2 entraînements par jour. Il avait vraiment bien fait les choses. C'était 2 entraînements par jour. T'es muscu le matin, entraînement l'après-midi. On allait à l'école ensemble. On était tout le temps ensemble. Wow. Tu sais, c'était pas... Ah, lui, allait à cette école-là. On allait à la même école. On allait à Burnaby Central. Tout le monde était à cette école-là. Vous étiez ensemble quasiment? Oui, c'est ça. Puis la Residency, c'est que tu habitais avec des parents, des personnes qui s'offraient des maisons. Fait que moi, j'habitais avec Randy, puis une autre qui s'appelait Ethan Gage. Puis on était les 3 ensemble, puis après les d'autres capitaines. Mais après, c'était toujours, je me rappelais toujours, la première journée qu'ils sont venus chercher, dans un petit autobus. Les petits autobus, pas les gros autobus, un petit autobus. Puis les 21 gars, on rentrait dans cet autobus-là, puis on allait à l'école. T'imagines? Tout était pensé pour nous. Ils nous amenaient à la muscu, puis après, ils nous amenaient à l'école. Mais on avait un petit autobus qui nous amenait partout. C'était vraiment bien fait, honnêtement. Wow. Ça ressemblait un peu à ce que tu voyais en Europe. C'était vraiment axé sur le développement du joueur, puis en plus de ça, à essayer de passer des joueurs au prochain niveau. T'sais. Et toi, on ne te vend pas? Non. Mais on te signe. Exact. Ouais. Comment c'est venu à ton attention, ça? Est-ce que c'était quelque chose qui se tramait en coulisses? Est-ce que ça a été une surprise pour toi quand tu as eu l'annonce qu'on voulait te signer? Oui puis non. Dans le fond... Parce que juste pour situer l'audience, les Whitecaps, à ce moment-là, c'est tout nouveau en MLS. Là. Je veux dire, c'est... non, ils jouent en USL dans le temps. Ils jouent en USL? Ah, exact. OK, c'est en USL. Exact. Ils sont même pas passés encore en MLS. Ils sont pas encore en MLS, non. OK. Non. Fait dans le fond, comment ça se passe, c'est que veux pas, tu as tout le temps des discussions avec le directeur qui est Thomas. Puis il voit les profils. Fait qu'il tu sais, 2-3 qui, OK, moi, je veux aller jouer en Europe. Moi, je veux signer là. Puis quand c'est arrivé à moi, j'ai dit, je me rappelle de mon meeting avec lui, puis ça me regarde. Puis lui, son gros cheval de sa bataille, c'était si à 18 ans, t'es pas partant avec l'équipe première de Whitecaps, tu peux pas jouer en première division en Europe. Je vois pas comment tu pourrais te rendre là. T'sais, après, il peut y avoir des anecdotes, il y a plein de joueurs qui c'est arrivé, mais lui, c'était vraiment ça. Si à 18 ans, t'es pas partant avec les Whitecaps, je te vois pas passer en première division en Europe. Fait que là, moi, je dis, mais regarde, moi, l'Europe, ça m'intéresse pas. Moi, je veux rester au Canada. Je veux aller en équipe première. Il fait, OK, parfait. Ça, c'est ton chemin à toi. Maintenant, est-ce qu'ils vont te signer? Je peux pas te le dire. Mais on va essayer. Fait que là, une fois que le club sait ça, ben après, OK, là, je commence à m'entraîner avec les pros des Whitecaps. Puis, durant la même année, je fais pas beaucoup de matchs. Je fais 2 matchs. Je fais mon premier match contre Minnesota dans la même année. Fait que, mettons, on passe décembre, tout ça. Fait que quand t'arrives, mettons, durant l'été, au mois de juillet, août, je fais mon premier match contre Minnesota. Ça se passe comment? Super bien. Après, je suis dans des conditions assez favorables. Je rentre, il reste 15 minutes au match, on gagne 4-0. Ouais. Fait que c'était une entrée assez facile. Puis je me rappelle, je rentre, ailier droit, même pas un milieu de terrain, ailier droit. Puis je reçois un ballon, je rentre à l'intérieur, je frappe, je touche la barre horizontale. Fait un 15 minutes, bien fait. Puis là, c'est parti de là. J'ai pas joué beaucoup, mais j'étais tout le temps dans le groupe d'entraînement. J'étais toujours aux entraînements avec les pros maintenant à partir de là. Des fois, j'étais dans le groupe de match, des fois, je l'étais pas. Puis après, j'ai rejoint un autre match, une autre entrée de 10 minutes. Puis après, c'était une année qu'on s'en va en finale de la USL. Fait qu'on joue les quarts de finale, on joue demi-finale. Puis l'ailier droit, il se blesse. Fait que le deuxième ailier droit, faut qu'il fasse le voyage. Il est partant contre Montréal. Puis le troisième, c'est qui? C'est moi. Fait que je me retrouve à faire le voyage pour venir en USL pour jouer ici au Stade Saputo sur ma première année en USL, la finale. Qu'on perd contre Montréal. Une belle expérience. Ouais, exact. C'était vraiment, je m'attendais vraiment pas à ça parce que j'étais in and out j'avais 17-18 ans, j'étais in and out de l'équipe. Puis, super expérience. J'arrive, je me rappelle durant l'échauffement, comment le Stade Saputo est fait un peu. Le monde peut passer derrière les bancs, des bancs de touche. Puis j'avais toute ma famille, mes amis, des personnes que des fois je connaissais même pas, qui me disaient Philippe, allô, qui me saluaient, puis me disaient on est vraiment fiers de toi, d'échanger en québécois aussi, en français, excuse-moi. C'était toute une expérience. Puis en plus, c'est un match de finale, là, le stade est rempli. Là. C'est quoi, c'est en 2009 ça? Ouais, c'est en 2009, me semble. Ouais. 2009. Ouais, 2009 ou 2010. 2009, je pense, ouais. Puis toi, après, donc l'équipe est en USL. Comment se met en place la suite? Qu'est-ce qu'on t'explique après ces différents matchs que tu joues avec l'équipe? Fait que là, la finale passe. Fait que là, on tourne dans notre off-season. Puis là, il y a une grosse affaire entre la USL qui se passe. La USL, je pense qu'elle va comme genre fermer ou quelque chose comme ça. Fait qu'ils créent la NASL.
Fait que là, Vancouver, puis Montréal, puis d'autres équipes, Portland, ils rentrent dans la NASL. New York Cosmos, qui est une nouvelle équipe. Fait qu'ils créent une ligue en parallèle de la USL, qui est quand même une ligue, selon moi, était beaucoup plus forte que la USL, parce qu'il y avait beaucoup de joueurs, des anciens joueurs de la MLS qui jouaient à ça. Il y avait, à New York, il y avait des Raoul, il y avait des Marco Senna qui jouaient. Fait qu'il y a des gros joueurs qui sont venus jouer dans cette ligue-là. Fait qu'on rentre dans la NASL, puis là, je sais mon premier contrat professionnel avec Vancouver, fait que je rentre avec eux, puis là, ça explose. Là, je joue, je pense, quasiment 32 matchs sur 38 par temps. Puis le coach me faisait vraiment confiance. C'est Taylor Torderson, c'était un Islandais qui avait joué en France, puis était un des meilleurs marqueurs. Je pense qu'il avait joué à Cannes dans le temps. Puis en tout cas, puis il me faisait vraiment confiance. Puis je me rappelle, il y avait une entrevue, il avait dit, sur ma saison, que je joue 2 matchs. Là, il montre c'est qui les prochains joueurs à venir, parce qu'il y avait Ethan Gage qui avait joué beaucoup cette année-là pour la première, puis il avait juste 18 ans aussi. Puis il dit c'est qui les prochains? Il avait dit Philip Davies. Puis là, tu vois, je rentre en pré-saison, je vois qu'il me donne de plus en plus confiance. Puis là, ça part. Ça part, je partant 32 matchs à 18 ans, 19 ans. Mes années de 18 ans à 19 ans, 32 matchs 38, puis tout va bien. Puis après, l'année d'après, c'est là qu'on passe en MLS. Ouais. Et on t'amène en MLS. Ouais. Ils prennent 3 joueurs. 3 joueurs. Parce que, rappelons-nous, pour bien situer les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui ont vu le tout, si on veut juste prendre le parallèle, on va prendre Montréal, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être capables de le voir. Dans les joueurs qui étaient dans la NASL de Montréal l'année juste avant qu'ils rentrent en MLS, c'est peut-être la USL, il faudrait que je regarde exactement. Je pense que c'était la NASL, le nom. Exact. Il y a 2 joueurs qui font l'équipe. Seulement. 2 joueurs. Parce qu'il y a trop un gros gap. Ouais. Donc, c'est pas vrai de dire que tu as une bonne équipe en NASL que ça va devenir ton équipe en MLS. On la reconstruit quasiment de zéro. Là. Tu la construis de zéro. Et toi, on t'amène. Ouais. Et comment qu'on te le dit? C'est après ta saison de 30 matchs. Comme ma saison. Puis là, c'est sûr qu'ils ont des discussions avec mon agent. Parce que là, je commençais, mon agent commençait à dire que, il fallait préparer pour un plan B. Si je monte pas en MLS avec eux, comme tu dis, souvent les équipes partent à zéro. Fait que si je monte pas, je dois faire quelque chose d'autre. Mais non, dès le début, le club vient vers mon agent et dit on veut le signer, on veut l'amener. Puis la transition, c'est le même entraîneur. C'est Taylor qui passe de la NSL à l'MLS. Fait que la transition est quand même assez facile. Puis c'est comme, il y a moi, il y a un défenseur central, puis un gardien. Jane Harley puis Greg Janicki, on passe en MLS directement. Ouais. Comment tu te sens qu'on dit qu'on... Parce que là, après tout ce que tu as vécu, les péripéties en Europe, le retour, est-ce que je continue à jouer au niveau, tout ça, comment tu te sens quand on te dit que tu vas signer en MLS? Parce que là, c'est très haut niveau. Là. Ouais. Non, fier. On l'a dit, je me rappelle... J'appelle mes parents tout de suite, j'appelle mes amis, puis là, ils font une grosse affaire médiatique parce que ils poussent l'équipe, parce que au niveau médiatique, il faut que tu t'amènes l'équipe à un autre niveau. Fait que là, je me rappelle les entrevues, c'était partout, là, c'était next level. Non, tu n'as même pas le temps de penser quasiment que c'est, en 2 semaines, tu as fait peut-être 10-15 interviews, c'est là que tu vois que, OK, c'est un autre niveau, là, puis... c'est quand même un titre intéressant. Tu es le premier joueur canadien à signer avec les Whitecaps. Ouais. Quand même. Ouais, exact. C'est intéressant. Exact. C'est une bonne anecdote à savoir. Ouais. Puis, donc, il y a des interviews, il y a beaucoup de bruit, et là, tranquillement, l'équipe est en train de se construire. Ouais. Et quand l'équipe est construite, et qu'avant même que la saison commence, et que tu vois les joueurs qui vont s'intégrer, est-ce que tu connais ça un peu, ces joueurs-là? Est-ce que rapidement, tu te dis, ça va changer ou... Ben, parce qu'il faut que tu comprennes quelque chose. USL et USL, les gars qui jouent dans ces équipes-là, souvent, t'as un bond. T'es vraiment proche. Parce que tu fais à peu près le même salaire, t'es à peu près dans le même... T'es célibataire, t'as une blonde, il n'y a pas tant que ça qui ont des grosses familles de 3 enfants. C'est fait que t'es tout le temps ensemble. Après le match, tu vas manger ensemble. Après l'entraînement, tu vas manger ensemble. Fait que c'est très, très proche comme communauté. Je sais pas. Tandis que là, c'est la plus grosse différence que j'ai vue, c'est que là, tu passes en MLS, puis là, c'est des joueurs qui arrivent, puis des joueurs d'autres niveaux. Là. Je me rappelle, le premier qui signe, c'est Jay DeMeritt. Jay DeMeritt, il joue en équipe nationale américaine, c'est notre capitaine. Le gars, il fait la Coupe du Monde, il joue contre l'Argentine, il joue contre Messi. C'est next level. Fait que là, pas que tu n'as pas de relation avec ces personnes-là, tu as des bonnes relations, mais c'est plus la même chose. Je m'en vais pas manger à chaque jour avec Jay. C'est un collègue. C'est un collègue. Après, il signe d'autres joueurs, mais là, il commence à signer une couple de joueurs qui parlent français. Des Davide Climento, qui avait joué à la Juventus, Eric Astley. Eric, ça a été un de mes bons amis là-bas. Alain Rocha aussi, qui venait de la Suisse. On se crée genre une forme de parce qu'eux, ils viennent de l'Europe, eux, ils ne comprennent pas trop comment ça marche la MLS non plus. Parce que il y a beaucoup de règles en MLS. Mais non, fait que tu te crées un peu aussi
je veux pas dire qu'il y a des gangs, mais veux pas, tout le monde commence à se rapprocher un peu. Ouais. Tant que tu travailles en équipe, autant qu'en dehors du terrain, tu deviens un peu genre, t'es avec tes gars, tu sais. Puis après, moi, il y a 2-3 gars aussi de mon âge qui sont arrivés, des Américains, Wes Knight puis Blake Wagner. Fait que c'est des gars que je suis devenu très proche d'eux. Fait qu'on se tenait beaucoup ensemble, on habitait dans le même bloc d'appartements. Fait que tu deviens proche de certaines personnes, mais c'est plus le sentiment que tout le monde est au restaurant après l'entraînement, tu sais. Ouais. C'est le niveau professionnel que tu es en train de voir. Que, exact. OK, ici, c'est un travail. Exact. On est des collègues, on se respecte, mais bon, on est là pour faire un travail. Et parlons de ça un peu. Donc, il y a cette dynamique que tu nous expliques. Sur le terrain, c'est quoi? Est-ce que là, c'est un peu comme quand tu es allé t'entraîner à Dijon avec les professionnels, que tu vois la différence de vitesse, tu dis « Wow, ça, c'est un autre monde ». Est-ce que c'est la même chose que tu vois entre la NASL et la MLS? Oui, mais pas autant de gap que j'avais vu à Dijon, parce que Dijon, il ne faut pas oublier, j'étais plus jeune. Ouais. Mais là j'ai quand même une saison complète derrière moi où que j'ai joué la NSL, c'était un bon niveau aussi, c'était pas mauvais. C'est sûr qu'il y a une différence de niveau de jeu un peu, ça va un peu plus vite, physiquement, les joueurs, ça va vite, ça passe plus vite, mais tu joues pareil, t'es dedans, tu veux faire ta place aussi, parce que c'est une nouvelle équipe. Fait que oui, tu étais partant l'année d'avant, mais là, c'est complètement différent. Là, tu dois te battre pour ta place. Fait que c'est vraiment ce sentiment de compétition qui rentre dans les premières semaines d'entraînement. Je me rappelle, on part en Californie pour la pré-saison. Je me rappelle ce sentiment de compétition. Parce que c'est tous des nouveaux joueurs. Fait que tu te dis, OK, je suis ami avec eux, mais moi, je veux jouer. Là. Ouais. Fait que c'est vraiment ce gros sentiment de compétition. Sens-tu que tu as ta place? Oui, parce que tu sais, la plus grosse chose qui a été difficile pour moi, c'était la transition. C'est parce que quand j'ai joué en ASL, je jouais ailier droit. Mais ma saison que je joue 32 matchs, je la joue ailier droit. Mais moi, toute ma vie, je jouais milieu de terrain. En équipe nationale, je jouais milieu de terrain. Dans les équipes de jeunes, je jouais milieu de terrain. Mais au problème, au milieu de terrain, il y avait deux gars qui étaient... C'était Martin Nash, le capitaine, puis il y avait un autre gars, après un MLS, ça a été Terry Dunfield. C'est des gars qui étaient établis. C'est un gars qui avait joué à Manchester City. Fait que, quand en NSL, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je veux jouer, je veux jouer, mais je suis dépaysé un peu en allant jouer à droite. Je performe, je suis correct, tout ça, mais je suis jamais vraiment à l'aise de jouer à droite. Fait que, je pense que ça m'a pas aidé non plus. Après, j'arrive en MLS, fait que là, c'est le même coach, fait qu'il me fait jouer à droite. 4-4-2, très simple comme système. Peu de schéma préférentiel où tu peux faire certaines choses, mais tu n'as pas le droit de faire certaines choses. Fait que c'est pas. Puis ça, faut pas oublier que c'est mon premier coach professionnel quand tu y penses. Parce que c'est comme je vois le soccer d'une autre façon où que, OK, à Dijon, c'était plus, il y a certains principes de jeu, c'était beaucoup plus libre, là, c'est beaucoup plus strict comme principe de jeu. On peut rentrer dans les détails, mais c'est ça, c'était vraiment des schémas préférentiels qu'on parle. C'est que tu mets le ballon de l'autre côté, puis après, on met des centres. Fait que je me perds un peu là-dedans, mais il me fait quand même confiance. Puis après, tu vois, on joue le premier match contre Toronto FC, on gagne 4-2. Fait que grosse ambiance, tout le monde est content, le club super content. Puis après, on passe sur une run qu'on ne gagne pas un match en 10 matchs, je pense. Fait qu'on fait des matchs nuls, puis on perd beaucoup de matchs. Fait que là, on était à 11 matchs, puis mettre l'entraîneur dehors après 11 matchs. Oh. Ouais. T'avais joué un peu pendant ces différents matchs? Ouais, mais pas beaucoup. Pas beaucoup, parce qu'il y avait des gars plus expérimentés que devant moi. Puis, en parallèle, avant que la saison commence, il avait engagé un directeur sportif qui s'appelait Tommy Swan. Lui était coach à Nouvelle-England. Fait que, même moi, je me rappelle, mon agent m'avait dit, c'est bizarre. Parce que je t'ai expliqué, t'es un entraîneur, tu passes directeur sportif. T'es un coach, Taylor, que les supporters aiment beaucoup parce qu'il était attachant. Il me fait penser un peu à l'entraîneur que Vancouver a eu récemment avec Vanier, les supporters l'adorent, un peu dans ce style-là. Il se fait mettre dehors, qui tu penses qui prend la place? Ben oui, lui. Et je sais pas si tu connais les règles de la MLS, mais dans le temps, les contrats étaient semi-garantis. Mm-hmm. Là, on est à la moitié de la saison quasiment. On arrive au mois de juillet. Je te le jure, je vois des gars partir. Mes amis, là, Wes Knight, Blake Wagner, ils les enlèvent. Ils les envoient, vous êtes release. Ils commencent à enlever plein de joueurs. Puis là, tu te dis, mais là. Au milieu de la saison. Au milieu de la saison, c'était comme ça un peu. Là, maintenant, là, c'est plus comme ça. Mais au milieu de la saison, au mois de juillet, ton contrat devenait garanti, je pense, au mois d'août. Je me trompe, quelque chose comme ça. Fait que, mettons, de avril à juillet, ton contrat n'était pas garanti. Fait que, je vois les gars partir.
tu te retrouves là, tu n'as plus de repères. Il amène plein d'autres nouveaux joueurs, il amène des gars un peu plus vieux. Puis là, tu te dis, OK. Puis là, l'entraînement, tu vois, OK, c'est différent. C'est une autre façon de faire. C'est très, très axé sur le physique. Moi, je ne suis pas un joueur physique. Moi, c'était plus dans la technique, dans les choix, dans l'intelligence de jeu un peu plus, dans qu'est-ce que j'avais appris à Dijon, plus dans les temps faibles, tout ça. Là, c'était beaucoup axé sur, on y va, mettons. Le MLS, on connaît. Ouais, exact. Fait que c'était un coach américain. Fait qu'il ramène tous ces joueurs américains, ces joueurs qui fait confiance un peu plus. Fait que là, toi, tu veux pas, tu te retrouves. Fait que ben, commençons à penser, là, tous mes amis sont partis. On a 4-5 qui viennent de se faire mettre dehors. Moi, je suis le prochain, tu sais. Puis c'est ça. Fait que là, ça passe. Fait que là, je me retrouve à pas jouer beaucoup. Puis je me retrouve même à jouer des matchs de MLS Reserve, la réserve de la MLS, qui est un peu différent de ce que c'est maintenant, où c'est que tu pouvais être sur le banc le samedi soir avec l'équipe première, mais le lendemain matin à 10h, tu jouais. C'est au même stade, mais devant personne. Là, je commence à jouer des matchs comme ça, puis là, je suis comme, OK, je pense que ça marche pas trop en ce moment. Fait que n'oublie pas, tu passes une saison que tu as joué 32 matchs, tu joues pas beaucoup. Ça fait 4 ans et demi que tu es à Vancouver. Puis, ouais. Puis c'est pas comme, je suis capable de humblement dire, c'est pas comme si je m'entraînais pas bien. Même que des gars comme Eric Astley, tout ça, ils viennent me voir après une séance, ils me disaient, je sais pas qu'est-ce que tu peux faire de plus. C'est pour avoir du temps de jeu. Et je suis capable de dire que même j'étais rendu à un niveau d'entraînement que tu veux pas, ça te pique que tu joues pas. Fait que tu t'entraînes encore plus fort. C'est pas comme j'ai pas pris la décision de faire comme, tu sais quoi, je jouerai pas, je vais commencer à relaxer un peu. Non, c'est vrai, ça m'a comme motivé, je m'entraînais vraiment bien. Puis je voyais que j'avais pas vraiment de temps de jeu. Fait que j'étais comme, OK, on va voir qu'est-ce qui va se passer à la fin de la saison, mettons. Et à la fin de la saison, finalement, ton contrat n'est pas reconduit. Oui puis non, parce que j'arrive à mon meeting de finalité, l'exit meeting, au mois de novembre. Puis ils changent de coach. Là, ils ont engagé Martin Rainey, qui coachait en NASL à Carolina. Puis j'arrive, puis c'est même pas lui qui fait mon exit meeting, c'est un des directeurs qui connaît pas tant le soccer que ça. C'est plus un gestionnaire, je te dirais. Okay. Puis il se prononce pas. Il n'y a pas vraiment on te laisse aller, on te renouvelle pas. Ils disent pas grand-chose. Fait que là, mon agent trouve ça bizarre. Fait que là, on est comme, tu sais, Phil, il faut peut-être penser à quelque chose d'autre parce que normalement, tu sais, dans ton exit meeting, tu sais qu'est-ce qui se passe. Là, je savais pas trop qu'est-ce qui se passait. Puis tu vois, il me laisse aller milieu janvier. Mais milieu janvier, là, les pré-saisons, ils commencent dans 2-3 jours. Là. Fait que c'est ça. Fait que ça a été une fin amère un peu parce que de la façon qu'ils l'ont fait, j'ai pas. Puis ça faisait quand même 4 ans et demi que j'étais là. Comment qu'ils l'ont fait, tu aurais pu me le dire juste au mois de novembre. Ben oui. Tu sais, fait que. Puis pendant ce temps-là, toi, t'as l'équipe canadienne, là. Exact. T'as des grosses échéances qui arrivent, là. Les Jeux olympiques. Exact. Les Jeux olympiques de Londres 2012. Fait qu'il y a les qualifications pour les Jeux olympiques au mois de mars à Nashville avec l'équipe nationale. Fait que là, t'es comme, OK. Fait que là, t'apprends au mois de janvier que tu vas pas continuer avec les Whitecaps. Fait que là, tu t'assois avec ton agent et t'es comme, bon, qu'est-ce qu'on fait? Fait que, faut que je m'entraîne, faut que je joue, tu sais. Puis là, on parle. Puis je me dis, tu sais, pourrais-tu participer, mettons, tu penses, au qualif sans club? Tu sais, ce qu'on ne voit pas vraiment, tu sais, ça n'arrive pas tant souvent que ça. Puis le coach, dans le temps, c'était Tony Fonseca. Tony Fonseca, c'est quelqu'un que j'avais vraiment une belle relation. C'est lui qui m'a amené en l'équipe nationale U20 pour les qualifs de la Coupe du Monde U20 un an plus jeune. Tu sais, j'avais une belle relation avec lui, il croyait en moi. J'étais son style de joueur. Tu sais, souvent, dans le monde du soccer, c'est ça. Hein, tu sais, c'est une opinion de toi, tu sais, qui fait que... Fait que mon agent appelle Tony, puis il me met en contact, puis on parle, puis c'est un gars de Vancouver, Tony. Fait que, tu sais, je le croisais à Vancouver des fois aussi. Puis je lui explique ma situation, je dis, regarde, voici qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que c'est possible, Puis il me dit, oui, mais il va y avoir des choses à faire. Tu sais, physiquement, tu vas avoir des tests à passer, tu vas avoir plein de choses. Fait qu'on réussit à que j'aille au qualif de Jeux olympiques sans club, en attaque. Tu veux être le seul, là? Oui, exact. J'étais le seul. Quand je me rappelle, quand la liste était sortie de joueurs qui étaient convoqués par l'équipe nationale, on était 20, toutes les clés de Toronto FC, ici, ça, c'est marqué en anglais, c'est marqué on attach. Ouais, exact. Puis, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce que tu dis, bon, on va travailler avec mon agent pour que lui ait peut-être trouvé des possibilités? Est-ce que je vais utiliser peut-être ces différents matchs de qualification là, comme tremplin pour aller chercher un peu plus même de visibilité également? Exact. Comment ça se joue dans ta tête? Mais c'est un peu ça. C'est un peu comme ça que je le voyais. Tu sais, je me suis vraiment mis en mode genre
Puis l'affaire tu sais, dans le temps, il ne faut pas oublier non plus qu'ici, il n'y a pas de. Tu sais, je le vois maintenant, il y a des cercles de joueurs qui s'entraînent ensemble, tu sais, à Montréal, tu sais, qui n'ont pas de contrat ou que la CPL va commencer bientôt. Il n'y avait pas ça. Moi, je m'entraînais à mon gym à Montréal avec mon entraîneur, puis je m'entraînais au sport études du Collège français pour toucher le ballon. T'imagines? Puis je viens de passer une saison MLS, là. Ouais. Mais tu sais, tu vois comment le foot a évolué à Montréal, là. Tu sais, le nombre de joueurs maintenant qui jouent professionnels, tu le vois, je vois qu'il y a genre 30-35 gars qui s'entraînent à Montréal ensemble maintenant, tu sais. Mais on voit-tu une belle infrastructure, Starting 11 ou... Exact, tu sais, c'est ça. Des compagnies comme ça maintenant où, tu sais, il y a 30 joueurs qui s'entraînent ensemble, il n'y avait pas ça dans mon temps, là. Fait que moi, je me retrouve à... T'es par toi-même. Fait que, mais tu sais, mon préparateur physique ici à Montréal, il m'a fait une grosse job, tout ça. Fait que j'arrive... j'envoie, il fallait qu'il envoie des données, il fallait que je fasse des tests physiques à chaque 3 semaines. Puis j'arrive au camp préparatoire 2 semaines avant. Les préparateurs physiques de l'équipe nationale arrivent, puis il me dit je suis parti même pas à la première séance d'entraînement, je m'en vais directement faire des tests physiques avec eux. Tu sais, ça, je vais toujours. Tu sais, Tony Fonseca, je vais toujours. C'était quelqu'un qui m'a vraiment aidé quand tu y penses, parce que il n'aurait pas fait ça pour tout le monde, je pense. Non. Fait que j'arrive là-bas, les tests physiques, je passe vraiment de haut à la main, même. J'étais en forme. Là, des fois, même que dans t'entraîner autant intensément par toi-même, puis si tu as la bonne mentalité, tu peux être très en forme. Là, puis j'étais vraiment en mode genre, j'ai pas de club, là, il faut que je performe. Là. Fait que c'était un peu ça, qu'est-ce que tu viens de dire, c'était la visibilité. J'arrive là-bas, premièrement, je veux être partant. Puis deuxièmement, je veux me prouver, puis je veux décrocher un contrat, que ce soit en MLS ou soit en Europe. T'sais. Ça faisait combien de temps à ce moment-là que tu avais joué des entraînements à haut niveau? Ça faisait 3-4 mois. 3-4 mois? Ouais, c'est beaucoup. Parce que tu dois être en forme physiquement. Je veux dire, il faut toucher le ballon, il faut avoir les mécanismes qui reviennent en place, tout ça. Donc, les tests physiques, ça se passe bien. Le premier entraînement, un peu rouillé, comment ça se déroule? Non, ça se déroule bien. Tu sais, je sais pas, on dirait que c'est comme je te dis, j'étais tellement focus que je me suis dit, on dirait que tu es encore plus concentré. Fait que tu t'appliques encore plus dans toutes les choses que tu fais, puis ça se passe super bien, tout ça. Fait qu'on a quelques jours d'entraînement, on a des matchs préparatoires, puis je monte en puissance, je monte dans mon niveau de jeu, je vois que je me sens en confiance. Puis on arrive au début de la compétition, puis là, ça part partant. Au milieu de terrain, c'était Sam Piette, Carl Baker. Derrière, on avait une belle équipe. On avait vraiment, cette équipe-là, là, honnêtement, là, les U23, c'était plusieurs générations. Tu avais des 89, des 90, des 91. Sam, je pense que c'est en 93. Sam, 94. 94. Fait que tu as un 94 qui joue avec des 89. Mais on avait vraiment le sentiment que les meilleurs joueurs étaient là. T'sais. Puis on part la qualif, ça va super bien. On fait match nul contre El Salvador, après un match, correct. Et tu joues, là? On joue dans un 4-3-2-1, puis je joue à droite dans le 3. Fait que milieu de terrain, mais comme pas désaxé sur le côté. C'est un peu Tony Fonseca, parce qu'il préparait déjà. Quasiment un électron libre un peu devant, là, qui est proche de l'attaquant. Là. Ouais. Tu sais, de la liberté offensivement, mais aussi très structuré défensivement, parce qu'il savait que notre deuxième match, c'était contre les États-Unis. Les États-Unis, dans le temps, il avait ramené tout le monde. Là. Il y avait Freddy Adu, il y avait Aguadelo, il y avait Greg Shea. C'était l'équipe, dans le fond. Dans les buts, il y avait Sean Johnson, je pense. C'était la grosse équipe, dans le fond. Puis, autant que je pense que Tony avait fait une bonne job à nous préparer, on finit ce match-là, on gagne 2-0. Oh, wow. Ouais. Fait que là, on est comme, oh. Puis dans ce match-là, j'ai 2 passes. On gagne 2-0, puis je fais les 2 passes. Pour que, je pense que le devant, c'était Lucas Cavallini, qui a joué un peu à Vancouver, qui marque. Puis c'est Donnell Henry, l'autre qui marque sur corner. Sur mon corner à moi, ouais. Fait que ça se passe super bien. Là, on est sur un high, on est à 4 points. 3e match de poule, c'est contre Cuba. Je veux pas, c'est un match que t'es censé gagner. Ouais. On rentre dans le match, je suis pas partant. Il fait une rotation parce qu'on joue à chaque 2 jours. Puis je vois le match, comment ça va. Ça va. On est correct, on marque, on train de gagner 1-0. Je rentre peut-être à la 60e minute. Puis, dernier coup de 95e minute, je pense, il y a un coup franc peut-être au milieu de terrain. Fait que Cuba, tu ramènes tout le monde dans la boîte, tout ça. Il lance un ballon dans la boîte, il marque. 1-1. On finit 2e de notre poule. On finit pas premier. Ce qui est correct, parce que tu fais quand même la demi-finale. Mais le problème pour les Jeux olympiques, c'est qu'il y a seulement 2 équipes qui se qualifient, pas 4. Fait que tu tombes à jouer contre le premier du groupe B, qui est le Mexique. Mais le Mexique, c'est la génération dorée qui, par la suite, il joue le Brésil en finale, puis il gagne les Jeux olympiques. Mexique de ces années-là, est-ce que c'est Dos Santos?
Non, Giovanni n'était pas là. C'était Hector Herrera, c'était Pulido devant, c'était Marco Fabian, c'était Reyes qui jouait au FC Porto, je pense. Okay. C'était. Fait que là, tu tombes, à place de jouer Honduras, tu joues Mexique. Ouais. OK, challenge. Mais on avait une belle équipe. On était quand même. Pas qu'on était confiants qu'on pouvait faire un résultat, mais on était quand même OK, on va aller là-bas, puis on va se battre, puis on va essayer de faire quelque chose. On joue contre le Mexique, il marque 1-0. Puis là, quand à la 35e minute, Cal Burker me joue un long ballon dans la profondeur. J'arrive, je fais 2-3 choses, je centre pour l'attaquant, on marque 1-1. Puis là, contre le Mexique. Mais ce match-là, il faut que tu comprennes qu'on joue à Kansas City, s'il y a peut-être 35 000 personnes, wow. Tu as des remplis, c'est que des Mexicains. Là. Il n'y a personne qui est là pour toi. Là. L'ambiance sur le terrain, on ne pouvait même pas se parler. Là. C'était électrisant. Honnêtement, c'est peut-être le match que je vais toujours rester dans ma mémoire. C'était. Puis le niveau de jeu, c'était dur. Il y avait une belle génération de Mexique. Là. C'était très, très fort. Fait que 1-1. Après 10 minutes, après, on fait une erreur défensivement, il marque 2-1. On rentre à la mi-temps, 2-1. OK. Après, ça joue. À la 65e minute, on se prend un carton rouge. Puis là, ça tue le match. Ça finit 3-1. Mais c'est là que tu te dis, mais on était là. Parce que après, tu vois qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont été gagnés la médaille d'or contre le Brésil de Neymar, tout ça. Tu vois, on était là. On avait vraiment une belle équipe, ça. Mais puis, je finis avec 3-4 passes. Je pense que je finis meilleur passeur du tournoi. Fait que pour moi, personnellement, mission accomplie. Fait que là, après. Là, est-ce que au-delà de la mission accomplie, tu es allé chercher cette visibilité-là? Oui. Fait là, il y a des pourparlers. Fait que là, à la fin des pourparlers, il y a 2 choix qu'il m'offrait. Mon agent, c'était soit que je pars en essai à Toronto FC, en pré-saison avec eux, ou soit que je m'en vais vers l'Europe. Puis l'Europe, là, on parlait plus des pays scandinaves. Fait que là, il y a une équipe qui ressemble un peu plus, qui serait prête à quasiment me signer tout de suite. C'est le FC Vestjelan. Fait que je décide. Je me rappelle, on était au lobby après le match du Mexique. Puis le gérant de l'équipe, il fait le tour du monde pour savoir ton vol de retour, si faut que tu l'envoies, tout ça. Puis tout le monde retournait dans leur club. Puis il vient me voir, il me dit Montréal? Non, je m'en vais au Danemark. Il fait ah, OK, good. Fait que là, ça s'est dessiné pendant le tournoi? Exact. Pendant le tournoi, ça s'est décidé que je partais là. À la fin du tournoi, là, c'était un peu plus concret là, que j'allais partir là. Fait que je dis, il s'appelait Morgan. Je dis Morgan, mon flight, ça va être au Danemark, à Copenhagen. Fait que, finalement, ça se passe pas comme prévu. Là. Ben, ça se passe bien parce que j'arrive là-bas, tout va bien, l'équipe est vraiment, comme elle veut me signer, tout ça. Fait que c'est une équipe qui flirtait toujours avec la première division puis la deuxième division. Puis, il offre un contrat à mon agent, puis mon agent, il m'appelle, il dit j'ai une bonne puis j'ai une mauvaise nouvelle. Il dit une bonne nouvelle, ils veulent te signer, mais la deuxième nouvelle, ils n'ont pas vraiment d'argent. Fait qu'ils ils montrent l'offre qu'ils m'ont donnée, puis c'était pas tant que ça, là, honnêtement. C'était ridicule. C'était ridicule un peu, tu sais. Fait que là, je suis comme, OK, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'accepte ça ou je retourne en Amérique du Nord puis j'essaie de me trouver quelque chose? Fait que je décide de retourner en Amérique du Nord. Puis tu vois, l'équipe, elle a fait faillite. Elle est montée en première division, puis elle a fait faillite l'année d'après, au Danemark. Fait que concours de circonstances. Fait que je retourne au Amérique, puis là, il faut que tu trouves une équipe. Mais là, tu arrives, c'est le mois de juin, tous les rosters sont fill up. Il y a personne qui recherche vraiment de joueurs. Fait que là, mais j'ai besoin de jouer. J'ai besoin de jouer. Fait que là, mon agent m'appelle et me dit regarde, est-ce que tu veux jouer? Est-ce qu'on y va avec l'idée de partir en USL? Une petite question. Est-ce que tu t'es entraîné avec l'équipe au Danemark? Oui. Ouais, pendant un mois, là. Ouais, exactement. Okay, entraînement pendant un mois, le contrat était quasiment sur la table, mais c'est à la fin du mois qu'on te fait une offre formelle. C'est un peu comme ça. Exact, ouais. Tu sais, mettons, quand je suis arrivé, l'équipe savait déjà qu'elle voulait me signer, mais on disait que ça prend un peu de temps. Tu sais, 2 semaines d'entraînement. Après, ils vont faire l'offre. Je continue à m'entraîner un peu. Puis après, je disais à mon agent, on peut pas, tu sais, faut que tu loges là-bas. Ça faisait pas de sens pour. Tu sais, c'était quand même. Parce qu'après, j'aurais joué en première division au Danemark, tout ça, ça a été super. Mais le problème, c'est que je ne pouvais pas vivre avec ça. Fait que c'est là qu'on a décidé de revenir en Amérique du Nord. Ouais. Puis bon, comme tu le dis, les équipes MLS sont déjà construites. Donc là, faut oublier que les règles au MLS, que moi, je suis Canadien, fait que je suis international partout. Ouais. Fait que c'est dur d'occuper un spot international. Parce qu'il y a eu Washington DC qui était peut-être intéressé un peu.
c'est là que c'est venu l'idée de signer à Richmond, parce que dans le temps, ici, il y avait des associations un peu MLS, USL, puis Richmond, c'était l'association de Washington. Fait que quand mon agent a parlé à Washington, il avait comme fortement recommandé de signer à Richmond pour garder un œil sur moi. Puis sinon, il y avait Rochester aussi. T'sais, Rochester, c'était quand même une bonne équipe dans USL. C'était Bob Lilly qui était là, le coach, qui avait beaucoup d'expérience. Fait que, on dirait que je m'en allais vers Rochester, mais à un moment donné, je me suis dit, regarde, Rochester, ils sont pas affiliés, mettons, avec des clubs de la MLS. Fait que je suis parti à Richmond. Fait que j'ai signé à Richmond, dans le fond, pour avoir du temps de jeu, jouer, retrouver un peu les sensations de jeu que j'avais besoin. Et je pense que là-bas, les conditions sont intéressantes. Tu as un salaire qui est décent. Ouais, un bon salaire, honnêtement. Bon salaire. Ouais. Mais bon, c'est pas les infrastructures de Vancouver. non. Pour mettre en perspective, je passe, mettons, de la MLS ou je passe de l'Euro, je passe de l'équipe nationale ou que, tu sais, ton kit d'entraînement, il est là. Tout est fait pour toi. Tu arrives au centre d'entraînement, tu déjeunes au centre d'entraînement, tu dînes au centre d'entraînement. Tout est fait pour que tu ne penses pas. Fait que là, je me rappellerai toute ma vie. Puis ça, à chaque fois que je la compte, ça me fait rire. Mais j'arrive à Richmond. Probablement, je conduis parce que je vais avoir mon auto là-bas. Fait que je conduis, je pars. Je fais ça en 12 heures, je pense. Puis j'arrive à la fin de la journée. Puis, j'ai pas mon propre appartement. J'habite avec un gars. C'est correct, ça me dérange vraiment pas. Je suis encore jeune, puis j'aime ça va me faire de la compagnie. Puis, on parle, c'est un Américain. On commence il fait à souper, on mange. Puis, il me dit, ah ouais, en passant, j'ai ton sac ici. Fait qu'il me donne mon sac, puis il joue mon sac, il y a tout mon kit d'entraînement, mes t-shirts, mon kit, mon survêtement. Je fais, OK, c'est un peu bizarre, là, mais OK. Fait que je pense pas plus loin que ça. Puis là, je m'en vais coucher, je suis fatigué. Je me lève le matin. Je me réveille, je mets mes jeans, je mets un petit polo ou une chemise, je ne me rappelle plus, mais je m'habille. Je m'habille comme si je m'en vais au centre d'entraînement. Je prends mon sac, puis je descends, puis là, je vois mon roommate qui est à table, il est en train de manger ses céréales, puis il est tout habillé. Il a même ses protèges tibia. Là, je suis comme, c'est quoi qui se passe? Il me dit, puis il part à rire. Il dit, ouais, non, ici, on s'en va au terrain. Directement, tu fais ta pratique, tu reviens ici, puis tu prends ta douche. Pas de vestiaire, pas de collation après l'entraînement, c'est ça. Puis il faut dire que Richmond, c'était pas une mauvaise équipe, c'est une très bonne équipe. Ouais. C'est une équipe qui a gagné des championnats, puis tout ça. Même en 2013, on gagne le championnat. Mais c'est une autre mentalité. Là, mentalement, tu commences à dire, oh, OK, là, je suis plus dans le même game. Fait que là, tu conduis, tu t'en vas à l'entraînement, t'es habillé, tu rentres, tu fais ta séance. Après ta séance, plus rien. Tu t'en vas chez vous, tu prends ta douche, tu as le reste de ta journée. Fait que tu passes de... Je m'arrive au centre d'entraînement, je déjeune, je fais ma physiothérapie, je fais ma musculation, je fais le meeting de coach, je fais ma séance, je fais mes soins après. Puis non, tu as un 8 à 2h30 à un 10 à 12. C'est complètement différent. Là. Fait que, tu sais, mentalement, c'est dur. C'est dur parce que tu te demandes... Tu sais, parce que tu n'as pas besoin de tout ça pour jouer au soccer. Mais ça fait quand même partie du professionnalisme. Oui, puis ça te met dans un environnement pour vraiment avoir du succès. Exact. Parce que je veux dire, peut-être que tu n'as pas besoin de nécessairement tout ça pour jouer au foot, on est d'accord, mais ce qui va faire la différence à la fin de la journée, c'est les soins, c'est les petites choses que tu vas faire sur ton corps, c'est comment que le préparateur physique va te pousser aujourd'hui à la séance d'entraînement suite au match que tu as joué ce week-end, que tu es peut-être... Tu as atteint le maximum de ce que tu pouvais faire. Là, vous n'aviez pas ça. Là. Non, on n'avait pas ça. On avait un coach, un assistant coach. Je pense que même l'assistant coach, c'était le coach des gardiens aussi. Mais on avait beaucoup de bons joueurs, par contre. Parce que je pense que ce qui s'est arrivé, c'est que Richmond, ils peut-être mettaient plus leurs sous dans les contrats. Fait qu'il y avait beaucoup de joueurs qui avaient joué dans la MLS. Je me rappelle, il y avait des Brian Ownby qui avait joué à Houston. Il y avait une couple de Jason Yeasley. Il y avait une couple de gars qui avaient joué en MLS. Fait qu'on avait vraiment une bonne équipe. Les gars étaient super le fun, une belle ambiance. Ça revient un peu à ce qu'on parlait tantôt, que dans ces équipes-là, on est plus proches. Puis on performe, on gagne nos matchs, mais t'as pas tout ce qui va avec. Ouais. Ça change beaucoup de choses. Là. Ouais, ça change ta façon de voir un peu qu'est-ce qui est nécessaire pour toi pour pouvoir suivre ta progression. C'est challengeant, ça te fait remettre en question. Veux pas, tu te dis, ben ça, c'est professionnel, mais c'est pas tant professionnel. Ouais. Mais on performe sur le terrain. Fait que c'est ça qui est un peu challengeant. T'sais. Puis c'est ça au final qui se déroule. Je pense que vous gagnez, comme tu le mentionnais, le championnat en 2013. Là. Gagne le championnat. Belle année, championnat. On fait une petite run aussi en US Open Cup. T'sais, on gagne quelques matchs. On se retrouve, mettons, je pense même en quart de finale contre justement Washington DC, de la MLS. Mais non, une belle année.
challengeant au niveau infrastructure, mais challengeant aussi au niveau soccer pour moi, parce qu'avec l'entraîneur, tu sais, encore une fois, c'était simple comme concept. C'était pas. On dirait que j'apprenais pas. On était rien loin de ce que tu avais vécu. Exact. Tu sais, c'était très basic. Tu sais, c'était. On dirait que j'étais encore jeune. J'avais quoi? J'avais 22. 22, 23 ans. Ouais. Fait que je voulais progresser encore. Je voulais apprendre des nouvelles affaires. Puis là, j'étais comme pogné là-dedans un peu, tu sais. Fait que. Mais j'avais mon temps de jeu, je jouais, puis je performais. Puis ça donne que même en mois de janvier, l'équipe nationale senior m'offre de venir. Ils me font une sélection en équipe senior. Ouais. Ce que j'apprends par email au mois de janvier dans mon salon. En train de mettre tes protèges tibias avant de... Ouais, exact, quasiment. Mais tu veux rire, mais je te jure, là, parce que tu sais, oublie pas, il n'y a pas ces entraînements-là encore de gars. Fait que, je m'entraîne par moi-même, mais tu sais, je suis pas. Moi, je sais que ma pré-saison est juste au mois de février, là, fait que je m'entraîne pas tant que ça. Puis je pense que je reçois le courriel un 3 ou 4 janvier de Morgan qui dit, puis je vois équipe nationale, Fait que j'ouvre le email, puis c'est marqué, vous êtes convoqué pour un camp en Arizona avec l'équipe première, tout ça. Puis là, je suis comme, OK. Mais là, je partais, je pense, le 18 janvier, puis on est le 3 janvier. Je suis comme, OK. Je te jure, là, il faisait moins 17 dehors. J'ai pris mes pantalons, j'ai mis ma tuque, mes mitaines. J'ai fermé mon ordinateur. Je suis parti courir dehors. Ben oui. Je me suis dit, faut que je me mette en forme. Je pars dans 15-16 jours. L'activation, c'est maintenant. Ouais, exact. Je suis parti à courir dehors. Puis est-ce que ça te fait réfléchir un peu de te dire, bon, est-ce que je suis au bon endroit si je veux continuer à avoir des sélections d'équipe nationale? Ouais, c'est sûr. Je sais que je suis pas au bon endroit parce qu'encore une fois, c'est ma faute aussi à moi parce que j'aurais dû. Est-ce que tu t'attends à avoir une sélection en senior comme ça? Puis non, mais j'aurais dû être en forme déjà. J'aurais dû prendre plus soin de mon corps dans cette période-là critique parce que tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Mm-hmm. Fait que là, j'arrive en équipe senior, le camp en Arizona. Je pense qu'on a 2 matchs. On joue contre le Danemark, on joue contre les États-Unis. Puis tu sais, mon camp se passe correct. Tu sais, c'est pas, je casse pas tout. Comme exemple, il avait invité aussi Carl Baker. Puis Carl Baker, il fait vraiment un bon camp, puis sa carrière fait ça. Je pense qu'il signe au CF Montréal après. Ouais. Puis, fait qu'un peu en 2 temps. Fait que c'est comme, il y a eu une mauvaise approche, pas une mauvaise approche physique de ma part, parce que je m'attendais pas à ça, mais j'aurais dû être plus préparé. Fait que ça, c'est ça. Fait que, mais ça joue aussi avec le fait que je passe une année où que je veux pas, je suis pas pris en charge, je suis par moi-même parce que il n'y a plus les préparateurs physiques, il n'y a plus ça. Fait que ça a été comme ma façon de peut-être être plus tranquille à la maison, mais tu vois, le passé arrive, puis j'étais pas prêt. Ouais. Puis à quel point tu n'es pas prêt? Dans le sens, tu dis, le camp se passe correct. Est-ce que c'est que tu n'es pas capable de t'imposer? Est-ce que le niveau fait encore est-ce qu'on est encore à un autre niveau? Ouais, un autre niveau aussi. Là, ouais, parce que là, le senior, c'est la première fois. Puis il y a des gars, Julian de Guzman, Dwayne DiGiorgio, des super gars que je me suis vraiment bien entendu, mais puis ils prennent les jeunes sur l'oreille. C'était vraiment cool. Mais tu vois que si j'avais été en saison, je pense que je m'aurais vraiment bien débrouillé puis ça aurait bien été. Mais d'aller dans un camp de janvier, dans ta off-season, où tu n'es pas en forme, autant physiquement, mais aussi sharp au niveau de ta vitesse de jeu puis tout, ça a été. Parce que là, tu t'étais pas entraîné non plus. Non, c'est ça, exact. Le ballon. Exact, non. Ouais. Tu l'avais fait une fois là, quand c'était les qualifications, ça s'est bien déroulé, mais peut-être 2 fois avec les seniors, c'est d'autres choses. Ouais, puis faut oublier, j'avais signé 2 ans à Richmond. Fait que moi, je savais que je retournais à Richmond là, au mois de février. Là. Fait que ma pré-saison, moi, était au mois de février. Fait que non, c'est ça. Fait que c'est sûr que, comme je dis, ça s'est passé correct. Ça aurait pu se passer mieux, oui. C'était pas une catastrophe, mais non, c'est ça. Puis, bon, oui, il y a le 2 ans à Richmond, mais qu'est-ce que tu discutes avec ton agent à ce moment-là? Parce que là, j'imagine que ça doit être, puis bon, excuse-moi l'anglicisme, mais c'est un peu un wake-up call de dire, bon, si j'ai des aspirations d'équipe nationale, si j'ai des aspirations au plus haut niveau, l'infrastructure autour de moi, c'est peut-être pas assez. J'ai beau avoir un bon salaire ici, mais ça prend peut-être un peu plus. Dès le début, je parlais avec mon agent puis je disais, tu sais, faut pas penser à d'autres choses. Tu vas essayer de trouver quelque chose, mais après, il faut que tu performes sur le terrain. Il y a je dois performer, je dois faire des performances parce que si une équipe elle veut me signer, elle va regarder les vidéos puis tout ça. Puis là, je dis, regarde, moi, si tu as une opportunité, fais-moi le savoir, on va en dire, cache-moi-le pas ou whatever. Fais juste me le dire, tu sais. Puis tout d'un coup, all the blue, je pense qu'il y a Martin Nash, qui j'avais joué avec lui à Vancouver, qui était mon capitaine à Vancouver, il faut se rappeler de ça. Il signe à Ottawa, assistant coach avec Marc Dos Santos. Puis Martin, je pense qu'il a comme su que je n'étais pas tant
pas content, mais tu sais, j'étais pas happy là, à Richmond. Là. Puis il m'envoie un texte à ma année, puis il me dit « Hey, comment ça va? » Tout ça. Fait qu'on commence à se texter. Puis il dit j'arrive à Ottawa, en NASL, on fait quelque chose de bien avec Marc. Il m'envoie une présentation que Marc avait faite. Puis ça a l'air vraiment... on joue à TD Place, les infrastructures sont incroyables. C'est pris comme une équipe MLS, mettons. Ouais. Là, je commence à être intéressé. Fait que là, j'ai dit à mon agent, s'il y a une opportunité avec Ottawa, oui, je veux partir. Là, puis, fait que c'est ça. Là, ça découle. Là, Martin m'appelle avec Marc. Puis on discute. Puis je pense qu'il cherchait mon profil de joueur. Parce que je me rappelle tout le temps en pré-saison. Un des premiers jours en pré-saison, Marc passe à côté de moi. Il me dit j'ai trouvé mon Simon Gatti. Parce qu'il avait besoin d'un joueur polyvalent qui peut jouer à plusieurs postes que ce que je pouvais faire. Fait que, tu vois, Marc a déjà pensé à chaque profil de joueur. Puis c'est ce genre de personnes-là qui pensent beaucoup. Fait que, ils sont venus me chercher de Richmond pour que j'aille jouer à Ottawa. Puis moi, ça me faisait mon affaire. Là, je retournais à Ottawa, je retournais au Canada. Je retournais avec des gens que j'étais familier avec. Martin, je le connaissais depuis longtemps. Marc ne veut pas. On parle la même langue. On ne se connaissait pas, mais on a appris à se connaître. Mais est-ce que tu fais la deuxième saison à Richmond ou non? La moitié de la saison. C'est ça que je regardais un peu. Donc, à moitié de saison, tu vas à Ottawa. Exact. Puis c'est un transfert. Est-ce qu'il te laisse partir librement? Partir librement. Je pense que on dirait que dans ma tête, ce projet-là m'intéressait vraiment. Est-ce que mes performances ont fait ça un peu? Ouais, peut-être. Puis je pense que pour eux, avec le salaire que je faisais, parce que je faisais un des plus gros salaires là-bas, je pense qu'ils étaient comme un peu contents. Aussi, ça libérait du cap space pour eux autres. Mais pas du cap space, mais ça libérait du budget pour eux. Puis je pense que c'était parfait pour les deux. Ben oui. Ouais. Puis les conditions à Ottawa? Super, honnêtement. J'arrive là-bas... je me trouve en terrain familier. J'habite avec deux autres gars que je joue en équipe nationale avec, Drew Becky puis Cal Outworth. Puis on s'est loué une grosse maison, on habite ensemble, on a du fun. Tout de suite, Marc, dès les premiers jours de pré-saison, il fait sentir tout le monde à l'aise. Les infrastructures sont super. On s'entraîne à Gatineau pour la pré-saison. Après, on part. On revient. Après, c'est TD Play. Tout était en sorte. Marc a une bonne réputation. Martin connaissait beaucoup de monde. Fait que les joueurs qui ont été cherchés, tous des bons joueurs. On avait vraiment une belle équipe. Puis là, tu mets pas tes protèges-tibas chez toi. Là. Non. Alors, j'arrive au centre d'entraînement habillé bien correctement. Puis il y a des infrastructures avant, pendant et après. Ouais. Tu veux pas, on share avec les Red Blacks d'Ottawa, comme les Alouettes dans le fond. Puis, mais non, tout est fait pour nous. On a notre propre vestiaire, on a toute la salle de musculation. Tout est fait comme un peu une équipe de MLS. Le stade, il est vraiment beau. Il vient d'être fait. TD Place, dans le fond. On est les premières équipes à jouer dedans. Puis, non, je peux pas rien dire contre l'organisation. Même, c'était familier. Les présidents étaient super gentils. Tout faisait du sens. C'est qu'est-ce qu'ils faisaient, honnêtement. Ouais. Puis bon, tu joues avec l'équipe. Ouais. Au final, si je regarde un peu, je pense que tu as fait 26 matchs avec les Furies. Exact. Comment se déroule un peu le tout niveau, type de schéma tactique que vous avez, qualité des collègues, qualité de la ligue, comment ça se déroule? Parce que c'est une ligue que tu connaissais déjà auparavant. Oui, exact. C'est une ligue que je connaissais déjà. Ça se passe super bien maintenant. Les concepts tactiques, tout ça, avec Marc et Martin, c'était beaucoup plus de liberté, un peu plus au niveau. C'était moins dans ce que j'avais connu un peu avant. La qualité des joueurs aussi était bonne. Les entraînements, c'était une méthodologie un peu différente. Je donne un exemple. Le jeudi, on commençait, on arrivait à l'entraînement, puis c'était tout le monde se séparait. Fait que les défenseurs partaient avec les défenseurs, le milieu de terrain, les attaquants partaient avec les attaquants. Fait que c'était cette méthodologie un peu différente où que dès le début de l'entraînement, tu travaillais par groupe. Après, l'équipe se retrouvait pour travailler certaines choses. Fait que c'était tout ça qui me manquait, ce qui fait du sens. Ouais. C'était le professionnalisme dans l'entraînement. Ouais. Puis bon, il y a ces 26 matchs-là, puis on dirait que un peu comme ce qui s'est déroulé à Dijon, t'as des enjeux personnels, familiales qui ressurgissent. Oui, mais je fais une première saison à Ottawa. Tout va bien. Je partage beaucoup de matchs. Je pense que j'en joue 26 en fait. Parce que c'est ça, exact. Tu as 24 ans. 24 ans. 24 ans, je m'en vais sur mes 25, ouais. Je reviens ma deuxième année à Ottawa. J'avais signé un an plus une option. Puis finalement, à la fin de la saison, Marc, super content, fait qu'il me re-signe pour 2 ans. 2 ans plus une option, fait quasiment 3 ans.
Fait que j'arrive, pré-saison, tout se passe bien. Milieu de terrain, notre 6, notre capitaine se blesse. Fait que je suis repositionné en 6. Tout s'aligne bien. Tu sais, tout s'aligne bien. Je vais peut-être retrouver ma place au milieu de terrain, qui est ma position que je me sens plus à l'aise qu'à droite, mettons. Mm-hmm. Parce qu'il ne faut pas oublier que vu que dès le départ de ma carrière, on m'a mis à droite, tout le monde me voyait comme un ailier. Ouais. Mais c'était pas ma position, tu sais. Fait que, puis là, match à New York, contre New York de pré-saison, je me blesse, fracture du bras, grosse fracture, 5 à 5 places, 2 plaques de métal dans le bras, grosse part de 4 mois. Fait que je manque le début de la saison. Je manque le début de la saison, je joue pas parce que, tu sais, c'est bizarre, tu sais, j'ai encore les marques, là, tu sais, c'est des grosses cicatrices quand même, là, mais j'ai 2 grosses plaques de métal dans le bras. Fait que pendant 4 mois, je joue pas. Fait que là, c'est correct, je fais ma rehab, tout ça. Là, je commence à revenir à l'entraînement. Je sens que je commence à monter en puissance. Puis la NSL, quand c'était fait avant, c'était fait comme en 2 saisons. Tu avais la première partie, tu avais un petit break, puis après, tu avais la deuxième partie de la saison. Puis comment ça marchait, c'est que le gagnant de la première moitié, puis le gagnant de la deuxième moitié, jouait en finale. Tu comprends? Fait que c'est comme ça un peu la NSL, comment il l'avait fait. Fait que je me rappelle, on fait la première partie, je ne joue pas parce que je suis blessé. J'arrive, je m'entraîne dans tout ça, puis je me rappellerai toute ma vie, j'étais au supermarché après l'entraînement, je reçois un appel de ma mère qui me dit Phil, je pense qu'il faut que tu reviennes à la maison, ton père est à l'hôpital. Puis là, je suis comme quoi? Genre, tu sais, pas encore. Tu sais, on va dire, une couple d'années, je viens de vivre ce même genre de sentiment, mettons. Elle me dit ouais, c'est le cancer très agressif. Fait que là, je suis en mode panique. Je me rappellerai, je prends mon auto. Je pars vers Montréal. Dans l'auto, j'appelle Martin Nash, l'assistant. Je dis, je pleure. Puis j'ai la misère à placer un mot. Puis il me dit, Phil, qu'est-ce qu'il y a là? Puis j'explique, mon père est malade, il est à l'hôpital, cancer. Puis il me dit juste, go do what you gotta do. Fait qu'est-ce que tu as besoin de faire? On se reparle dans les prochains jours. T'sais. Fait que là, le premier jour, j'arrive à l'hôpital, tout ça. On m'explique que c'est quand même assez agressif. Puis au début, c'est sûr que les pronostics qu'ils donnent, c'est pas très, très avantageux. Ils donnent quasiment une affaire de 6 mois. Fait que là, t'es comme, OK, j'ai 25 ans. J'ai pas été à la maison depuis que j'ai 14 ans. Je suis en mode panique un peu. C'est mon père. J'ai vécu la même situation avec ma mère. Mais là, ça a l'air d'être un peu différent ou qu'il reste plus beaucoup de temps à vivre. Je suis sans mots. Je suis arrivé à l'hôpital, je vois mon père. C'est très difficile, je te dirais. La même soirée, je passe la journée à l'hôpital. La même soirée, je retourne au condo de mes parents. J'arrive là-bas. C'est complètement démoli. Puis là, j'appelle Marc. Je lui dis, j'aurais besoin d'un moment. Puis il me dit, regarde, prends un leave of absence, un arrêt de travail. Fait que ils m'ont donné, le club, Marc, le club était vraiment super avec moi. Pendant 2 semaines, ils m'ont laissé à la maison, payé. Puis ça a été les 2 semaines les plus difficiles de ma vie parce que t'es en mode panique. Puis là, après, il y a plein de choses qui spinent. Je pense que j'ai pas dormi pendant 2 semaines parce que t'as des décisions à prendre. Parce que tu dis jamais, tu penses à réfléchir que t'es parti de la maison depuis que t'as 14 ans. T'as pas passé beaucoup de temps avec tes parents. Les seuls moments que t'as passé avec eux, c'est quand ils venaient te voir pour un match ou que t'allais passer tes off-season là-bas avec eux quelques semaines. J'essaie de me retrouver des souvenirs que j'avais vécu avec mes parents et ma famille, puis je n'avais pas tant que ça. Tu comprends? Mais j'avais besoin de créer ces souvenirs-là, je pense. Mm-hmm. Fait que, gros 2 semaines, puis, mais en même temps, c'est conflictuel parce qu'il dit, mais j'ai une carrière. Moi, tout ce que j'ai connu dans ma vie, c'est le soccer. Puis j'ai juste 25 ans, j'ai encore 2 ans de contrat à Ottawa. Je suis comme, qu'est-ce que je fais? Fait que je pense, je réfléchis. Puis à un moment donné, une journée, vers la fin des 2 semaines, je rentre à la maison, je m'assois à la table, puis le déclic s'est fait là. Le déclic, c'est une discussion avec ma mère. Puis c'était pas une discussion où elle me demandait si j'avais des regrets ou c'était plus une discussion où comment tu vas créer ces souvenirs-là? Est-ce que tu sens, comment tu vas avoir ces souvenirs-là avec ton père ou même moi, fait que je me suis dit, tu sais quoi, j'ai joué 150 matchs. Contre les matchs en équipe nationale, j'ai quasiment 200 matchs. J'ai eu la chance de commencer très jeune. J'ai joué mon premier match à 17 ans quasiment. Là, je suis rendu à 25. J'ai dit, tu sais quoi, j'arrête.
j'arrête. Puis ça s'est terminé comme ça. Le lendemain, j'ai appelé le club, puis je disais que j'arrêtais. Puis après, je suis parti chercher mes choses, j'ai dit bye au gars, puis en 2 jours, c'était fait. J'arrêtais, j'ai rien fait de... Même dans les médias, genre, je pense que dans les médias, ça a été dit que je partais pour faire d'autres choses. T'sais. Mais ça n'a jamais été discuté que je partais pour ces raisons-là. Parce que je voulais pas non plus. J'étais en mode... c'était des semaines après très sombres où que tu es en mode... je veux juste être là pour mon père, passer du temps avec lui. Puis je parlais plus à grand monde. Puis tout ce vibe-là un peu, c'était des semaines difficiles. Mais que je vais jamais regretter parce que j'ai pu passer du temps avec mon père, passer du temps avec ma mère, ma soeur. Puis après, tu vois, mon père est tombé sur des protocoles de chimiothérapie, des études, puis ça lui a donné un peu plus de temps. Fait que je peux passer quelques années avec lui, au moins. Fait que, ouais, c'est comme ça que ça a terminé, dans le fond. Décision forte. C'est quand même épouvantable ce qui t'est arrivé quand tu y repenses. C'est difficile. Ça remet les choses en perspective. Ben, je pense que c'est ça le mot, perspective. Tu sais, c'est difficile de laisser quelque chose que t'aimes, parce que soccer, ça a été toute ma vie. Après, maintenant, oui, je travaille dans ce domaine-là, puis ça m'épanouit, mais c'est quand même, tu sais, c'est pas comme si oui, tu dis que tu pars, c'est ta décision à toi, ouais. Mais c'est la vie qui fait en sorte que tu prends cette décision-là. Tu sais, c'est pas comme j'étais rendu à 35, 36 ans, puis que j'avais plus de contrat, personne ne voulait me signer, puis que je pars, puis là, j'ai des regrets parce que j'ai plus de contrat ou whatever. Tu sais, c'est que non, j'étais dans une situation où j'étais encore en plein milieu de ma carrière. Mais aucun regret, parce que ça a été les plus belles années après. Les plus belles années, j'ai passé du temps de qualité. Puis je vais toujours être fier de moi d'avoir pris cette décision autant jeune. Tu sais, si quelqu'un me demande c'est quoi ta plus grosse fierté, je pense que ce serait facile de dire que ça a été de représenter mon équipe nationale, tu sais, de représenter mon pays, de mon premier match professionnel. Tu sais, ce serait facile de dire ça, mais je pense que de dire d'être fier d'avoir pris cette décision-là à ce moment-là de ma carrière pour ça, je pense que c'est quelque chose que je suis plus fier parce que ça n'a pas été facile, honnêtement, parce que tu délaisses quand même une carrière. Tu sais. Ben, tu as l'air serein avec ça, puis effectivement, d'un autre côté, donc tu sais, la famille, c'est excessivement primordial, on le comprend. Puis d'un autre côté, on a l'impression quand même, si on regarde le volet foot, en t'écoutant, t'avais l'air quand même d'avoir coché une case. On dirait dans ta tête, en t'écoutant, tu t'es dit, ben écoute, là, regarde, j'ai joué en Europe, j'ai fait l'équipe canadienne, j'ai eu une sélection senior, j'ai joué à MLS, j'ai joué à NASL, j'ai eu des bonnes saisons. Après, je peux continuer à avoir des bonnes saisons pendant 5 ans. Exact. Mais pourquoi au final, tu sais? Pour délaisser les derniers mois, les dernières années avec ma famille? Ben, c'est toutes ces questions-là que tu te poses pendant les 2 semaines que tu es à la maison. C'est vraiment, est-ce que je vais retrouver la MLS? Ouais. Tu sais, c'est vraiment ça aussi. Est-ce que je vais retrouver la MLS? Est-ce que je vais retrouver un club en Europe? Tu sais, autant que à NASL, à Ottawa, j'étais bien correct. Là, c'était le fun. J'étais dans un très bel environnement, honnêtement. Mais tu veux toujours aller jouer le plus haut. Tu sais, chaque joueur veut toujours aller chercher le maximum. Tu sais. Mais c'est toutes ces questions-là qui font juste spinner 24 heures sur 24 dans ta tête. Puis à la fin de la journée, je trouvais pas que le jeu en valait la chandelle. Ouais. NASL, tu fais un peu moins d'argent, c'est sûr. Cette partie-là aussi, les contrats sont décents, c'est correct. T'sais. Mais tu penses juste à ton après-carrière. Qu'est-ce que je vais faire après-carrière? Oui, j'ai juste 25 ans. Mais si tu décides de prendre cette décision-là, oui, OK, là, je vais prendre des mois pour passer du temps, mais après ça, ces mois-là, je dois faire quelque chose de ma vie. Toutes ces questions-là qui arrivent quand même jeunes pour moi. Ils n'arrivent pas à 35 ans, 36 ans, ils arrivent à 25 ans. Mais tu vois, c'est intéressant parce que j'avais une discussion hier avec Jonathan Beaulieu-Bourgault, qui est agent pour l'agence. J'ai joué un peu avec lui, oui. Tu as joué un peu avec lui. En équipe nationale, oui. En équipe nationale. Il a eu une belle carrière en Allemagne. Ouais. Puis bon, à la fin de la discussion, on abordait beaucoup plus son rôle d'agent maintenant. Et je lui expliquais que la semaine dernière, j'étais en discussion avec Emile Mbenza, qui a eu une grosse carrière en Europe, qui a joué avec Schalke, qui a joué avec Manchester City, il a marqué des buts, c'est un marqueur exceptionnel. Et pendant toute la discussion que j'avais avec Emile, je me suis rendu compte à quel point il y a eu des regrets dans sa carrière de ne pas avoir préparé son après-carrière. Et c'était frappant dans la discussion parce que tu vois à quel point il y a eu, on va utiliser le terme ici, là, des highs pendant sa carrière, parce que tu sais, quand t'es
t'es le meilleur marqueur de ton équipe, tu marques les buts gagnants, tu vis des émotions qui sont totalement sensationnelles. Exact. Mais quand ça l'arrête de manière excessivement brutale. Je parlais un peu avec Jonathan hier, je lui expliquais ce point-là, de dire comment tu prépares un peu tes propres athlètes maintenant que tu représentes à leur après-carrière. Et c'est là que tu te rends compte que c'est une question qui est très difficile à répondre. Parce que, d'un côté, tu veux pas tellement y penser, tu vis au quotidien, tu dois être à 100% dans ton foot si tu veux performer, faire ta place sur le terrain. Mais de l'autre côté, si tu attends trop longtemps avant de penser à tout ça, tu vas partir de trop loin quand la reconversion va se faire. Et là, ça peut devenir très complexe. Et ça a été très complexe pour Émile. Ouais. Tu sais, je pense qu'on a eu cette discussion-là. Tu sais, je pense que le sport en général, pour nous, c'est le soccer. Notre sport, c'est des expériences. Ouais. À la fin de ta carrière, c'est quoi qui te reste? Il te reste pas qu'il y ait des championnats, des ci, des ça. Mais c'est des expériences. Et moi, c'est la chose que je dis aux jeunes joueurs ou aux personnes que je côtoie, c'est que le soccer, c'est des expériences. À la fin de la journée, c'est ça le plus important. Ouais. C'est les souvenirs, c'est les relations que tu as créées avec. Maintenant, j'ai des amis partout dans le monde. Ça vaut de l'or. C'est les expériences. Qui aurait cru que dans ma vie que j'aurais joué contre Manchester City? Ouais. À Vancouver, j'ai eu la chance de jouer contre Manchester City. Ouais. Au milieu de terrain, il y avait James Milner, Gareth Barry. C'est une expérience. Exactement. Je raconte ça des fois, le monde me dit hey, c'était comment jouer contre eux? Puis je peux leur expliquer c'était comment. Puis ça fait partie de l'expérience. Exact. Puis quand j'ai décidé d'arrêter, un an avant, quand je jouais à Ottawa, je me rappelle dans mon meeting de fin d'année avec Marc, avant de revenir sur ma deuxième saison à Ottawa, on parlait, on jasait, puis on parlait justement de ça, qu'est-ce que j'aimerais faire après le soccer, tu sais. Puis il savait un peu que je voulais rester dans le monde du soccer, que je voulais entraîner, parce que je lui disais tout le temps, je le niaisais un peu, je disais cet exercice-là, il est bon, hein? Cet exercice-là, il est bon. Puis je notais les exercices. J'avais un petit cahier à la maison, puis je notais les exercices. Puis à la fin, dans mon meeting des il m'a dit, je me rappellerai toujours, il m'a dit, ton carnet, est-tu rempli, là? Non. Puis ouais, il était rempli. Parce que c'est vrai que Marc, c'est quelqu'un qui m'a marqué aussi au niveau de sa philosophie. Tu sais. Je pense que c'est quelqu'un qui est. C'est rare dans le foot professionnel que tu vas trouver un entraîneur qui va faire sentir le 30e joueur du roster le premier. Oh, wow. Puis ça, c'était une de ses grandes forces. Puis ça, c'est une des choses que j'ai appris de lui, c'est que peu importe ta hiérarchie dans l'équipe, il faut que tu prennes soin de tout le monde. Puis je sais que c'est facile à dire, mais c'est beaucoup plus facile c'est plus difficile à faire. En voulant dire que il y a toujours des joueurs, tous les joueurs pro le savent, il y a toujours des joueurs qui ne jouent pas dans l'équipe, le 25e, le 26e, qui ne seront pas contents. Mais maintenant, les gars à Ottawa, ils n'étaient pas contents. Mais ils n'étaient pas contents contre Marc. Ils étaient juste pas contents. Parce que tout était expliqué, le pourquoi tu ne jouais pas. Il arrivait, des fois, je me rappelais toute ma vie, après le premier match de l'histoire d'Ottawa, le séance d'entraînement après, il avait pris une couple de gars, puis ils avaient amené, je pense, en séance vidéo, puis il avait montré, voici pourquoi tu n'étais pas dans les 18. Tout était fait pour que le joueur se sente que, OK, je comprends. Oui, je suis pas content, mais je comprends. Fait que le 30e joueur se sentait comme le premier. Ouais, ça, c'est important. Puis bon, tu parles un peu de poste d'entraîneur, tu prenais des notes, c'est là que tu t'es reconverti, là. T'es entraîneur maintenant. Oui, entraîneur, exact. À quel moment que tu as eu le déclic, tu t'es dit, c'est bon, c'est ça que je vais faire? Ben dans le fond, quand j'ai décidé de rester, après, je passais une couple de mois à être au chevet de mon père, puis de passer du temps avec ma famille, tout ça. Puis à un moment donné, il y a le directeur technique de la section de soccer de la Rive-Sud. Parce que moi, j'ai passé, dans le fond, mon enfance à jouer sur la Rive-Sud. Il m'a appelé pour me demander qu'est-ce que je faisais, tout ça. Puis dans le fond, ça a commencé comme ça. C'est que j'ai commencé à coacher au Collège français. Fait que je suis revenu aux sources un peu. Puis là, c'est à partir de là. Puis là, maintenant, je fais ma propre carrière d'entraîneur. Maintenant, j'entraîne les équipes du Québec. Je fais plusieurs affaires. Je travaille beaucoup aussi avec des gars au CF Montréal, mettons dans leur off-season. Récemment, j'étais avec Nathan Saliba. Fait qu'on, durant l'hiver, j'entraînais Nathan. Puis on discute de certaines choses. C'est le fun. Puis il y avait Joe Sirois aussi. Fait que c'est tout ça. Fait que je travaille dans un milieu amateur, mais des fois, je suis un petit peu encore inclus dans le monde professionnel en parlant avec ces gars-là. Puis tout ça. Fait que ça me convient d'être un peu flottant entre les deux. Parce que c'est sûr que est-ce que j'aimerais ça aller plus haut, aller au niveau professionnel? Oui, mais là, je te dirais que c'est un peu plus compliqué avec deux petites filles à la maison, à bas âge. 15 mois puis 3 ans. Fait que disons que ça change la donne. Ouais, ça change la donne un peu. Ouais. Puis qu'est-ce que tu vois avec les jeunes aujourd'hui que tu coaches en équipe du Québec? C'est quoi un peu la différence que peut-être tu t'as pu voir quand toi tu jouais au niveau du calibre, au niveau de la mentalité? Ben,
capable de dire que le calibre, je pense, qui est plus élevé. Je pense. Je dis ça parce que c'est quand même difficile. C'est pas quelque chose que tu peux toucher. C'est juste quelque chose que tu peux voir. Je pense que les jeunes sont mieux formés. Après, je pense qu'il leur manque encore des choses au niveau tout ce qui est rigueur, éthique de travail. Parce qu'ils ont une éthique de travail, mais va dans un centre de formation où que l'année prochaine, peut-être, tu ne seras plus là parce que tu n'as pas performé durant l'année. Tu comprends? C'est quand même un autre niveau d'éthique de travail. Ouais. Fait que je pense que c'est ça parce que c'est ça que j'essaie d'expliquer. Je peux le dire aux jeunes, dire, hey, tu as besoin de travailler plus, si, ça, ton éthique de travail doit être encore plus élevé. J'ai l'expérience, je l'ai vécu, je te le dis. Mais même si je le dis aux jeunes, c'est pas comme s'ils vivaient. Non. Il faut qu'ils vivent. Il faudrait que chaque jeune ait une semaine en centre de formation puis voir comment ça se passe. Ouais. Puis, comment tu structures, tu prenais beaucoup de notes de ce que Marc faisait. Comment toi, tu vois un peu tu structures tes séances d'entraînement? Comment tu vois un peu le foot? Je vois ça avec une structure équilibrée. Alors dire que je pense que c'est important d'avoir une structure dans le jeu où il y a des principes, il y a des consignes, il y a des moments clés, mettons, défensivement, dans certaines situations où tu dois avoir une structure en place. Mais je pense qu'offensivement, c'est de laisser la liberté à certains joueurs dans certains espaces du terrain, puis c'est de leur faire comprendre ces espaces-là, tout ça. Fait que c'est beaucoup de dialogue avec les joueurs, beaucoup de comment dire, de meetings, de faire comprendre. C'est plus par rapport à, OK, toi, individuellement, tu dois travailler techniquement, tu dois faire ci, tu dois faire ça pour toi. Nous, notre rôle, c'est de te faire comprendre les choix que tu dois prendre sur le terrain, le pourquoi. Tu sais, c'est beaucoup plus dans la discussion que ça l'était avant, je trouve. Puis, ce qui est correct, je pense que le jeune doit être inclus dans la discussion pour lui faire comprendre qu'est-ce qu'on recherche d'un joueur. Mais non, c'est ça. Je pense que c'est une structure équilibrée. Je pense que tu dois être directif à certains moments, mais je pense aussi que tu dois laisser place aussi aux joueurs de s'exprimer là, parce que tu ne peux pas juste être directif. Là, qui t'inspire aujourd'hui dans les coachs? Dans ta manière peut-être de structurer un peu ta vision? Au niveau professionnel? Au niveau professionnel. Tu nous parlais plutôt que, tu as eu un coach à Vancouver qui était très, très physique, un Américain. C'est un style. Ouais. Tu nous disais que tu as aimé le volet un petit peu plus tactique, intelligent de la France. C'est un style. Exact. Est-ce qu'il y a un style en ce moment qui marque un peu plus ton esprit? J'aime beaucoup, tu sais, les journées de Liverpool en ce moment, tu sais, les années, j'aime beaucoup parce que, tu sais, oui, on pourrait parler de tout ce qui est possession, tout ça, les années du Barça, les années de Pep, tu sais, qui est axé beaucoup sur la structure intégrée dans la possession ou que tu as beaucoup de jeux de position, tu sais, de faire bouger le ballon, tu sais. Mais j'aime aussi la verticalité. C'est ça, c'est que, tu sais, comment tu peux instaurer les deux, tu sais, avoir des moments où tu vas être un peu plus faible dans le jeu, des temps faibles, ou mais tu dois aussi comprendre aux jeunes, OK, tu dois avoir de la verticalité, on veut attaquer, on veut... Tu sais, c'est ça qui est difficile. Tu sais, j'aime les deux, mais c'est de trouver la bonne balance entre les deux, tu sais, entre ça ou la verticalité. Ben, le Liverpool de Slot, c'est un peu ça. Hein? Tu sais, Klopp, c'était quand même plus direct. Ouais. Slot, on dirait que c'est encore ce même style direct, mais ajusté à, comme tu le mentionnais un petit peu plus tôt, des fois, on est capable de contrôler nos temps faibles. Ouais. On dirait que des fois, quand tu regardais le Liverpool de Klopp, c'était à 100% tout le match. Il se repose jamais. Rock and roll football. Exactement. C'est quoi? C'est heavy metal football qu'on appelait. Ouais. Puis là, tu vois, il y a des fois des parties dans le match, des 15-20 minutes que c'est du heavy metal, mais là, tranquillement, on peut revenir à du jazz un peu pendant le match. Ça me rejoint un peu. Parce que je crois pas que... Je pense qu'au Québec, on a été beaucoup influencés par les années du Barça. Je pense que, mettons, je trouvais qu'il y a beaucoup de clubs au Québec qui ont changé un peu leur façon dans les années précédentes à comment ils travaillaient, beaucoup de jeux de possession. Ouais. Fait que je pense que on peut pas se comparer à ça. On va dire, ben, ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens. Je parlais avec c'était Serge Dinkota qui est venu sur le podcast, qui est entraîneur des Timbers de Portland. Puis on parle un peu de ça. Puis je lui disais, on parlait du style de jeu, puis je dis, Pep dit tout le temps la même chose. Il dit, moi, je veux bâtir mon style de jeu autour des joueurs que j'ai. Donc, ça, on part de ce principe-là. Comment peux-tu, en tant qu'entraîneur, d'être partout dans le monde, de dire, moi, je veux jouer comme Pep si tu n'as pas les mêmes joueurs que Pep? Ça avec le profil. Tu peux pas arriver et dire, on va jouer possession si tu sais pas exactement quel type de joueur tu as. Si tu as les 3 joueurs les plus rapides de la ligue, pourquoi tu vas garder le ballon? Exact. Donc, des fois, c'est juste de se poser les bonnes questions, de se dire, est-ce qu'on n'est pas juste en train d'être un petit peu trop romantique sur les styles de jeu dans le monde puis d'essayer d'imprégner ça à ce qu'on fait quand au final,
on serait mieux de ne pas le faire. Je serais d'accord. Tu sais, il y a une grosse différence entre une équipe professionnelle qui peut aller acheter des joueurs pour fitter le style de l'entraîneur entre une équipe, un club ici qui s'entraîne au Québec ou que c'est ces joueurs-là que tu as dans l'équipe. Tu sais. C'est pour ça que je dis que tu dois être capable de t'adapter à ce que tu as, au profil de joueur. Puis ça, je pense que c'est une des plus grandes qualités d'un entraîneur. Des entraîneurs professionnels, je pense pas que c'est la référence parce qu'eux, ça se peut qu'il y en a qui aient un style de jeu. Puis justement, ils vont aller chercher des joueurs pour jouer ce style de jeu. Tandis qu'ici, mettons, au Québec, on ne peut pas faire ça. Fait que, je pense que dans tout ce qui est amateur, dans les clubs, on doit être capable d'avoir une grosse capacité d'adaptation par rapport au profil de joueurs. Créer une structure avec les profils de joueurs qu'on a. T'as la chance, tu t'es bâti cette chance-là, d'avoir joué en Europe, d'avoir joué en Amérique et tranquillement de voir des jeunes du Québec, tu les entraînes, et de voir également des jeunes du Québec proches de toi qui vont en Europe. Ouais. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement entre il y a 10-15 ans et aujourd'hui pour donner la possibilité à ces jeunes joueurs-là d'aller davantage en Europe? Est-ce que des choses spécifiques que tu as pu voir se sont mises en place? C'est sûr que la structure mise en place par les clubs au Québec est vraiment meilleure que ce qu'on avait avant. Je le vois. Je m'en vais voir maintenant les entraînements de clubs en petit, que ce soit des 14 ans, que ce soit des 9 ans. Je le vois, la structure qui est mise en place. Je vois comment ils travaillent, les clubs. Avant, on allait sur un terrain, puis c'était mon père qui me coachait. Là, là, il y a de plus en plus d'entraîneurs certifiés. Il en manque encore, mais il en faut plus. Il faut faire de la formation d'entraîneur. Mais la structure permet aux joueurs de progresser. Puis ça, c'est quelque chose que peut-être qu'on n'avait pas avant. Ouais. Puis ça part de où? Ça part des grands clubs qu'on peut avoir comme les CF qui sont capables d'intégrer un peu cette vision-là à d'autres. Ça part des clubs locaux qui ont eu ce déclic-là eux-mêmes. Oui, je pense. Après, il y a l'accompagnement aussi, je pense, de Canada Soccer, de Soccer Québec. Je pense qu'il y a l'accompagnement là-dedans aussi. Mais je pense aussi, c'est de faire... Le sport devient de plus en plus populaire, de plus en plus d'inscriptions. À un moment donné, tu ne peux plus juste prendre les 14 meilleurs puis les mettre sur un terrain puis les entraîner. Non. Là, maintenant, tu es dans des catégories, mettons, U9, tu as 140 jeunes qui veulent jouer au soccer. OK, mais comment tu fais pour diviser ton terrain? Comment tu fais pour s'assurer que tout le monde a le même service? Fait que là, les clubs doivent réfléchir. Fait que c'est là que je trouve que maintenant, la structure des clubs, elle est meilleure qu'avant parce qu'ils doivent réfléchir à comment ils font les choses parce que tu as plus de masse de voir. Intéressant. Ouais. Peut-être pour terminer, tu as eu une carrière quand même assez exceptionnelle. Peu importe les aléas de la vie qui se sont mis en place, tu as signé pro, tu t'entraînes en Europe, félicitations, tu as toute mon admiration. Tu donnerais quoi comme conseil aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, qui aspirent à devenir également professionnels? Bonne question. Je pense que c'est une question classique, on va dire, d'un joueur qu'on a joué. Je te dirais, puis ça, je le répète souvent quand même à mes joueurs, c'est de prendre plaisir à bien faire les choses. Peu importe ce que tu fais, que ce soit l'exercice le plus simple à l'exercice un peu plus complexe, tu dois prendre plaisir à bien le faire. Parce que si tu ne fais pas ça, tu fais un exercice, puis tu décroches complètement de l'exercice, tu le fais mal, c'est pas ça qui va te faire passer au prochain niveau. Parce que je te donne un exemple. Quand j'étais à Dijon, là, le travail technique, là, c'était pas des choses compliquées, mais la rigueur qu'on mettait dedans, les demandes des entraîneurs, elle était là, la rigueur. 60 contrôles du pied gauche d'affilée, les répétitions, je devais les faire, puis je devais m'appliquer. Puis c'est ça qui a fait. Est-ce que je prenais plaisir à le faire? Au début, non. À un moment donné, j'ai pris plaisir à le faire parce que j'ai vu qu'est-ce que ça l'amenait à la fin du compte. C'est que ça t'amène quelque chose où que, tu sens que tu progresses. Fait que, si tu fais l'exercice le plus banal à l'exercice le plus complexe, prends plaisir à le faire, cet exercice-là, parce que tu en as besoin. C'est le processus. C'est tranquillement, si tu es capable de bien faire les choses pendant plusieurs années. Cette accumulation de petits gestes va faire toute la différence. Exactement. Ouais. Philippe, écoute, merci énormément d'avoir pris du temps aujourd'hui avec nous. De un, nous avoir raconté cette belle carrière. De deux, d'avoir été excessivement transparent sur tout ce qui s'est déroulé. Je pense que ça va pouvoir faire réfléchir plus d'un joueur, plus d'un parent, parce qu'il y a également beaucoup de parents qui nous écoutent. Puis d'ailleurs, toi, tes parents aussi, c'est quoi les conseils que tu donnerais aux parents qui peut-être des fois voient leur jeune comme une star un peu trop vite, comme un projet peut-être un peu trop vite? C'est quoi les conseils que tu donnerais? Mais ça, c'est une des choses, parce que malheureusement, mes parents ne sont plus avec nous, là, ils sont décédés, mais c'est une des choses que je leur ai dit avant qu'ils partent, chacun, ma mère ou mon père, c'est que j'étais extrêmement fier de la façon qu'ils m'avaient accompagné dans mon jeune âge. Sportif, c'était super incroyable. Les premiers à vouloir m'emmener à l'entraînement, sur le bord du terrain avec leur chaise, à me regarder jouer. Est-ce que tu prends du plaisir, Philippe? Oui? OK, parfait. Puis, je sais que c'est facile à dire, mais
le jeune a juste besoin d'un support. Que quand ça va bien, quand ça va mal, que quelqu'un a parlé, ça revient un peu au fait que le jeune a besoin de se sentir accompagné. Puis moi, j'ai eu le meilleur accompagnement possible avec mes parents. Je pourrais jamais leur enlever ça. Puis je suis très, 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 très content d'avoir eu ça de mes parents. Puis je pense s'il y a une chose qu'on peut retenir de tout ça, c'est que à la fin de la journée, comme au hockey, il n'y a pas tant de joueurs que ça qui vont devenir professionnels. Fait que c'est de penser à... Il y a d'autres choses aussi. Ouais. Comment qu'on peut penser à d'autres choses, puis de s'assurer que le jeune soit équipé à pouvoir prendre la prochaine décision. Parce qu'à un moment donné, la décision va arriver que tu ne signes pas professionnel. OK, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Exact. Puis si tu n'es pas équipé à dealer avec cette situation-là, parce que tu n'as pas un support, tu n'as pas été élevé comme ça, tu as tout été dans le non, tu vas signer pro, c'est sûr, ça peut être difficile un peu. Là. Puis je pense que c'est tellement une belle école, ça apprend tellement de choses qu'il ne faut pas uniquement voir la finalité d'une victoire, d'un échec. Comme la signature professionnelle ne doit pas être la seule finalité possible. Je veux dire, personnellement, j'ai joué au foot, j'ai adoré jouer au foot, j'étais à des années-lumière de devenir professionnel, mais sans le foot, je vois que la personne que je suis aujourd'hui, je n'aurais pas été capable de l'atteindre dans ma discipline, dans ma rigueur. Et je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent peuvent penser la même chose de tout ça. Donc, c'est vrai que c'est important des fois de juste revenir à la base. Est-ce que tu as du plaisir? Est-ce que c'est plaisant aujourd'hui pour toi de taper dans le ballon? Puis juste de bien le faire, puis de bien faire les choses, ça peut t'amener loin. Oui, parce que, comme tu viens juste de le dire, là, c'est que, OK, tu as plaisir, tout ça, mais après, le sport en tant que tel va t'amener des leçons de vie. Tu ne peux pas être en retard à un meeting. Tu peux pas être, tu dois être à l'heure à l'entraînement. Ça va t'amener une façon de vivre qui est après, dans la société, tu peux amener ça aussi. Moi, je pense que je suis un grand partisan que le sport est un moyen pour les jeunes d'être équipés aussi pour après. Absolument. Ouais. Absolument. Philippe, merci énormément d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. Puis, pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Histoire de foot.